Bonne écoute de l'histoire, tout le monde. Chaque soir à 23 heures, Emily Carter chuchotait « Je t'aime » à un millionnaire endormi qui était silencieux depuis 8 mois. Elle ne savait pas que ces 3 mots étaient le fil d'or qui ramenait Nathan Wells du bord de la mort. L'aile privée du centre médical Sacred a bourdonné d'une efficacité tranquille lorsqu'Emily est sortie de l'ascenseur, son cœur battant déjà d'anticipation. La chambre 314 était devenue son sanctuaire, son but. Son monde entier se résumait à des murs stériles qui contenaient d'une certaine manière la plus belle histoire qu'elle ait jamais connue. Nathan Wells gisait exactement comme elle l'avait laissé 12 heures plus tôt, parfaitement immobile, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une précision mécanique. 8 mois, 3 semaines et 4 jours s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui avait arraché le plus brillant magnate de la technologie de la ville au monde. Mais Emily voyait au-delà du coma, au-delà des moniteurs, au-delà des dossiers médicaux qui le qualifiaient de cas désespéré. Elle voyait l'homme qui se battait pour rentrer chez lui. « Bonsoir, mon prince endormi », chuchotait-elle, sa voix portant une chaleur qui pouvait faire fondre l'hiver. Ce surnom ridicule avait commencé comme une blague, ce mystérieux millionnaire qui gisait, beau et inaccessible, comme sorti d'un conte de fées. Mais maintenant, cela ressemblait à la vérité, son rituel nocturne commençait avec une dévotion religieuse. D'abord, l'examen doux, la vérification des signes vitaux, l'ajustement des oreillers, assurant son confort avec des touches qui s'attardaient plus longtemps que médicalement nécessaire. Son rythme cardiaque se stabilisait toujours quand elle arrivait, comme si son corps reconnaissait sa présence, même dans l'inconscience. Le bain était sa partie préférée, la raison pour laquelle elle avait spécifiquement demandé cette affectation. Malgré la confusion de son superviseur, la plupart des infirmières évitaient les patients en coma de longue durée. Trop déprimant, disait-elle, trop désespérant. Mais Emily s'était sentie inexplicablement attirée par cet homme dès le moment où elle avait vu son visage paisible. Elle réchauffait l'eau à la perfection, ajoutant de l'huile de lavande qu'elle achetait avec son propre argent. La recherche suggérait que les odeurs familières pouvaient stimuler les voies neurales, mais pour Emily, c'était plus simple. Elle voulait que Nathan se sente chéri. « J'ai apporté du gel douche à la vanille ce soir », a-t-elle dit, testant la température, quelque chose qui sent le confort au lieu de l'antiseptique de l'hôpital. Ses mains ont commencé leur travail minutieux, lavant la journée avec une tendresse infinie. Ses mains étaient belles, de longs doigts qui avaient bâti un empire, des paumes qui avaient touché l'avenir grâce à la technologie. Elle avait recherché Nathan Wells de manière obsessionnelle, apprenant l'histoire du génie qui avait révolutionné les médias sociaux, qui avait donné des millions à la recherche médicale, qui avait perdu ses 2 parents jeunes et avait bâti sa fortune comme leur héritage. La confession lui a échappé comme une prière. Il y a 3 ans, son père était mort dans un lit similaire après sa crise cardiaque. Ces derniers mots l'avaient hanté et guéri. « Je t'ai entendu, ma chérie. » Chaque mot. Ce moment l'avait brisée et reconstruite, la poussant à se spécialiser dans les soins aux patients en coma, avec une foi inébranlable que l'amour pouvait atteindre l'obscurité la plus profonde. « Tu me rappelles lui » a-t-elle chuchoté, sa voix épaissie par l'émotion. Pas par l'apparence, mais par la présence. Mon père faisait en sorte que tout le monde se sente en sécurité. Même quand il avait besoin d'être protégé, tu as la même énergie. Elle s'est déplacée vers sa poitrine, faisant attention aux cicatrices qui racontaient l'histoire de son traumatisme. L'accident avait été brutal. Un conducteur ivre, un feu rouge, une barrière en béton, 4 minutes cliniquement mort avant que les ambulanciers ne le ramènent. Mais quelque chose avait été laissé derrière dans cet espace entre la vie et la mort. « J'ai lu sur votre entreprise aujourd'hui », a dit Emily, en travaillant sur ses épaules. « Comment vous l'avez construite à partir de rien après la mort de vos parents. Vous n'aviez que 22 ans, mais vous avez révolutionné la façon dont les gens se connectent. C'est peut-être pour ça que vous comprenez la connexion, même maintenant, même endormi. » De nouveaux pyjamas sont venus ensuite, du coton doux en bleu foncé qui faisait ressortir la couleur qu'elle imaginait être celle de ses yeux. Elle avait appris ses préférences à travers des articles de magazines et des interviews, le jazz, la poésie, les livres anciens. C'était un homme qui appréciait la beauté. « J'ai apporté ton préféré ce soir », a-t-elle dit, activant le petit haut-parleur qu'elle avait placé sur sa table de nuit. Bill Evans, Waltz for Debbie, a rempli la pièce, doux et envoûtant. « Peut-être que quand tu te réveilleras, tu pourras jouer pour moi. J'adorerais t'entendre faire de la musique. » Mais leur soirée n'était pas complète sans lecture. Elle avait commencé par des journaux d'affaires, pensant que les nouvelles de l'entreprise pourraient stimuler son cerveau. Mais un soir, impulsivement, elle lui avait lu un poème d'amour,
et son rythme cardiaque avait augmenté de manière spectaculaire. Maintenant, la poésie était leur langage. Ce soir, nous lisons Pablo Neruda, a-t-elle dit, tirant sa chaise près de lui et prenant sa main. 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. Je pense que tu as une âme romantique qui se cache sous tout ce génie. Leurs doigts s'entremêlaient comme s'ils avaient fait cette danse depuis toujours. Sa peau était chaude, sa main s'ajustant parfaitement dans la sienne. Parfois, bien qu'elle ne l'ait jamais dit à personne, elle jurait qu'elle le sentait la serrer en retour. Je t'aime sans savoir comment, ni quand, ni d'où. Elle a lu, sa voix s'étranglant, je t'aime simplement, sans problème ni orgueil. Les mots sonnaient comme une confession. Quelque part dans ces nuits sans fin, Emily était tombée amoureuse de Nathan Wells, pas du millionnaire ou du PDG, mais de l'âme qu'elle sentait s'agiter sous l'immobilité, l'homme qui existait dans l'espace entre les battements de cœur. Je sais que c'est impossible, a-t-elle chuchoté, fermant le livre et se penchant plus près. Je sais que tu ne peux probablement pas m'entendre, et même si tu le pouvais, je ne suis que ton infirmière. Mais, Nathan, j'ai besoin que tu saches que tu n'es pas seul. Quelqu'un t'aime. Quelqu'un croit en toi. Quelqu'un t'attend pour que tu rentres à la maison. Les moniteurs ont maintenu leur rythme régulier alors qu'Emily s'installait pour la longue garde. Elle resterait jusqu'à l'aube, lui tenant la main et chuchotant des prières à toute force qui pourrait écouter. Elle n'avait aucune idée que, dans les chambres les plus profondes de son esprit endormi, Nathan Wells écoutait bien, et que sa voix était devenue le fil d'argent qu'il suivait nuit après nuit, essayant de retrouver son chemin vers le monde, vers la vie, vers elle. Chapitre 2, Leçon des miracles à 6h47 du matin, un mardi qui a brisé tous les manuels de médecine, le premier mot de Nathan Wells en 8 mois n'a pas été « Get Google ». C'était Emily, chuchotée comme une prière enfin exaucée. L'aube a peint le centre médical sacré d'Athan rose et or. Alors qu'Emily commençait sa routine matinale, elle s'était assoupie sur la chaise à côté du lit de Nathan, sa main toujours entrelacée avec la sienne, ses rêves remplis de poésie et du rythme de sa respiration. L'hôpital s'est animé autour d'eux. Des chariots de petit déjeuner, l'équipe de jour qui arrivait, la vie qui revenait dans les couloirs. Mais la chambre 314 existait dans sa propre bulle paisible, où les miracles semblaient à la fois impossibles et inévitables. « Bonjour, mon prince endormi », a chuchoté Emily, lui serrant doucement la main. « As-tu rêvé de te réveiller ?» Elle a préparé le bain du matin avec une précision sacrée. De l'eau chaude, de l'huile de lavande, le même rituel tendre qui était devenu leur langage partagé. Sa voix portait une mélodie sans mots que sa mère chantait, quelque chose d'ancien qui parlait d'amour et de guérison. « Temps parfait aujourd'hui », a-t-elle dit, testant la température de l'eau. « Peut-être que plus tard, je demanderai à Lily si nous pouvons visiter le solarium. Tu sembles toujours plus paisible à la lumière naturelle. » Elle a commencé par son visage, son toucher léger comme une plume alors qu'elle lavait la nuit. Ses traits étaient aristocratiques, des pommettes saillantes, une mâchoire forte, des cils sombres reposant comme de la soie sur ses joues. Elle avait mémorisé chaque ligne, chaque ombre. « J'ai pensé à quand tu te réveilleras », a-t-elle continué, le gant de toilette se déplaçant sur son front. « Evan dit que tu aimes voyager. Peut-être quelque part de paisible d'abord. Une plage où tu pourras sentir le soleil sur ton visage et te souvenir de ce que cela signifie d'être en vie. » Le fredonnement a repris pendant qu'elle travaillait, cette berceuse sans mots qui coulait de son cœur sans pensée consciente. Elle parlait de sécurité et d'amour et de la promesse que l'obscurité cède toujours la place à la lumière. La mélodie flottait dans la pièce comme la brume du matin. Ma grand-mère disait que la musique était le langage de l'âme. Peut-être que la tienne peut entendre la mienne qui l'appelle. Elle est passée à ses épaules, ses mains travaillant avec une facilité d'habitude, mais il n'y avait rien de routinier dans l'électricité qui dansait entre ses doigts et sa peau. Rien d'ordinaire dans la façon dont son cœur s'emballait à son contact. « J'ai lu quelque chose d'intéressant hier », a-t-elle dit de manière conversationnelle. Les patients en coma qui entendent des voix familières montrent une activité cérébrale accrue dans les centres de mémoire et d'émotion. J'aime penser que cela signifie que tu écoutes, que tu stockes ces conversations pour quand tu seras prêt à les rejoindre. Le fredonnement a continué, la mélodie s'entremêlant aux mots comme un fil d'or à travers un tissu. C'est alors que ses mains se déplaçaient sur sa poitrine et que sa voix portait cette ancienne mélodie, que quelque chose a changé. Sa respiration a changé, devenant moins automatique et plus consciente. Ses paupières ont papillonné avec une intention soudaine. « Nathan ?» Le fredonnement d'Emily s'est arrêté brusquement. Son visage, paisible mais vide depuis si longtemps,
semblait chercher. « Nathan, tu m'entends ?» Et puis, comme le soleil perçant les nuages de l'orage, c'est arrivé. Émilie. Son nom a été chuchoté si doucement qu'il aurait pu être le souffle lui-même. Mais c'était clair, réel. Dirigé vers elle avec la précision d'un cœur qui trouve son chemin vers la maison. Le gant de toilette a glissé de ses doigts tremblants, atterrissant avec un bruit qui a résonné comme le tonnerre dans le silence soudain. Ses yeux, larges d'incrédulité et de joie naissante, ont cherché son visage comme si elle le voyait pour la première fois. « Émilie » a-t-il répété, sa voix plus forte maintenant, rauque par la non-utilisation, mais indéniablement intentionnelle. Ses paupières ont papillonné 2 fois, puis se sont ouvertes pour révéler des yeux de la couleur de l'eau profonde de l'océan, gris orage avec des taches de bleu qui contenaient la sagesse de quelqu'un qui avait voyagé jusqu'au bord de l'existence et avait retrouvé son chemin, ô mon Dieu. Émilie a expiré, ses mains se portant à sa bouche alors que des larmes coulaient sur ses joues. « Nathan, tu es réveillé. Tu as dit mon nom. » Elle a cherché le bouton d'appel avec des doigts tremblants, ses yeux ne quittant jamais son visage. Il a cligné lentement, s'ajustant à la lumière après une longue obscurité, son regard se déplaçant autour de la pièce avec confusion avant de se poser sur elle avec une concentration laser. « Émilie » a-t-il répété, et cette fois, cela sonnait comme une reconnaissance, comme une salutation, comme un retour à la maison. « Je suis là » a-t-elle chuchoté, se penchant plus près pour qu'il puisse la voir clairement. « Je suis juste ici, Nathan. Tu es en sécurité. Tu es de retour. » Nathan a essayé de lever sa main vers son visage, le simple mouvement nécessitant un effort énorme. Ses doigts ont tremblé alors qu'il trouvait sa joue, et quand ils sont entrés en contact, ses yeux se sont remplis d'émerveillement. « Tu es réel » a-t-il chuchoté, sa voix craquant d'émotion. « Je pensais, dans l'obscurité. Je n'étais pas sûr si tu étais réel ou si je rêvais de toi. Je suis réel » a ri Émilie à travers ses larmes, couvrant sa main de la sienne. « Nathan, tu as été dans le coma pendant 8 mois. Tu as eu un accident de voiture, mais tout va bien se passer. Tout va aller plus que bien. Docteur. » Clara Hugues a fait irruption dans la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, les yeux vifs d'alerte professionnelle. Derrière elle venait Sophie Grant et une autre infirmière de jour, leurs visages reflétant l'excitation et l'incrédulité qui accompagnaient les miracles médicaux. « Que s'est-il passé, docteur » a demandé Hugues, se déplaçant immédiatement au chevet de Nathan et sortant sa lampe de poche. L'appel disait qu'il était conscient. « Il a dit mon nom » a dit Émilie, reculant pour laisser de la place au médecin mais gardant sa main tendue vers Nathan. 3 fois. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit mon nom, et il a touché mon visage. Il savait que j'étais réel. L'examen du docteur Hugues a été rapide mais approfondi, vérifiant la réponse de ses pupilles à la lumière, testant ses réflexes, surveillant son rythme cardiaque et sa tension artérielle. Chaque lecture était non seulement normale, mais meilleure que la normale. « Nathan, peux-tu me dire ton nom » a demandé Hugues, son calme professionnel masquant à peine son étonnement. « Nathan » a-t-il répondu, puis a fait une pause, se concentrant. « Nathan Wells. » Ses yeux sont retournés vers Émilie entre chaque test médical, comme si elle était son ancre à la conscience. « Sais-tu où tu es ? » Hôpital. Il a lutté pour s'asseoir légèrement, grimaçant d'effort. Centre médical Sacré Date, chambre 314. Les sourcils du docteur Hugues se sont levés. « Vous vous souvenez de votre numéro de chambre ? » Je me souviens de sa voix, a dit Nathan, ses yeux retrouvant Émilie. Chaque nuit, elle me racontait la chambre 314, les fleurs sur le rebord de la fenêtre et la façon dont la lumière du matin passait à travers les stores. Elle a fait de cet endroit un foyer. Émilie a senti ses genoux se dérober. Il avait écouté. Il avait tout entendu. « Te souviens-tu de ce qui t'est arrivé » a continué le docteur Hugues. Nathan est resté silencieux pendant un long moment, son front se plissant de concentration. Accident de voiture. Je rentrais du bureau. Tard. Vers 23 heures. Il y avait de la musique qui jouait. The Way You Look Tonight de Sinatra. Il pleuvait. Et les rues étaient glissantes de reflets. Sa voix s'est renforcée à mesure que les souvenirs revenaient. Je pensais à ma vie. Au fait d'être seul. Puis il y a eu une autre voiture. Un conducteur ivre. Feu rouge. L'impact. Il a fait une pause, touchant sa poitrine, où les cicatrices de la chirurgie étaient cachées sous sa blouse d'hôpital.
Je suis mort, a-t-il dit doucement, les mots tombant dans la pièce comme des pierres dans une eau immobile. Je me souviens être mort. Tout est devenu noir. Et je tombais dans cet endroit gris. Mais ensuite, ses yeux ont retrouvé Émilie, puis j'ai entendu sa voix qui m'appelait pour me ramener. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Le docteur Hugh a regardé Nathan avec un étonnement non dissimulé. C'est extraordinaire, a-t-elle murmuré, prenant des notes rapides sur son dossier. Après 8 mois, les patients en coma ont généralement besoin de semaines pour retrouver ce niveau de fonction cognitive. Votre mémoire n'est pas seulement intacte. Elle est améliorée. Vous vous souvenez de détails que la plupart des patients traumatisés perdent à jamais. Le docteur Sophie Grant a chuchoté depuis l'embrasure de la porte. Tout le 4e étage a entendu le tumulte. La nouvelle se propage dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Les infirmières qui se sont occupées de lui, elles se rassemblent toutes dans le couloir. Elles veulent voir le miracle. Par la porte ouverte, ils pouvaient entendre les voix excitées du personnel de l'hôpital. Le mot miracle étant chuchoté encore et encore. « Comment vous sentez-vous, Nathan » a demandé le docteur Hugh. « Physiquement, je veux dire. » Nathan a réfléchi, bougeant ses bras de manière expérimentale, fléchissant ses doigts. « Faible, a-t-il admis. Comme si j'avais dormi pendant très longtemps, mais aussi vivant. Plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. Il y a cette clarté, comme si tout ce qui comptait avant l'accident n'était que du bruit. Et maintenant, je peux entendre ce qui est vraiment important. Il a lutté pour s'asseoir plus loin. La détermination l'emportant sur la faiblesse physique. Je veux la voir correctement, a-t-il dit. Ses yeux ne quittant jamais le visage d'Émilie. 8 mois à écouter sa voix, et je veux vraiment voir l'ange qui m'a ramené. Émilie s'est approchée, prenant sa main dans les siennes. Dans une meilleure lumière, elle pouvait voir que ses yeux n'étaient pas seulement gris orage. Ils étaient vivants d'intelligence et de profondeur, et de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'amour. « Tu es belle » a-t-il chuchoté. Sa voix portant l'émerveillement de quelqu'un qui voit la lumière du soleil après un long hiver. J'ai imaginé à quoi tu pourrais ressembler. Mais la réalité est tellement meilleure que n'importe quel rêve. La porte s'est à nouveau ouverte alors que Lucas est entré, toujours dans ses vêtements d'hier, les cheveux en désordre à cause du sommeil et de l'inquiétude. Il avait été contacté immédiatement et avait enfreint plusieurs lois de la circulation pour se rendre à l'hôpital. Nathan. La voix de Lucas s'est brisée sur le nom de son meilleur ami. 8 mois de chagrin et d'espoir se sont heurtés dans ce seul mot. Saint. Tu es vraiment réveillé. Tu es vraiment de retour. Langage, Lucas. Nathan a souri faiblement. Mais l'expression a transformé tout son visage, ramenant chaleur et humour à des traits qui avaient été paisibles mais vides pendant si longtemps. Il y a une dame présente. Le rire de Lucas était à moitié sanglot alors qu'il s'approchait du lit, son comportement d'homme d'affaires habituellement posé se fissurant complètement. 8 mois, mec. 8 mois que je parle à ton cul inconscient, que je te parle de réunions de conseil et de rapports trimestriels, et la première chose que tu fais est de corriger mon langage. Je t'ai entendu, a dit Nathan simplement, tendant sa main libre pour saisir le bras de son meilleur ami. J'ai entendu chaque mot, les mises à jour de l'entreprise, les rapports financiers, tes blagues terribles sur la nourriture d'hôpital. Tu as maintenu mon monde en vie quand je ne pouvais pas y vivre moi-même. Les yeux de Lucas se sont remplis de larmes alors qu'il serrait la main de Nathan. Je n'ai jamais perdu espoir, mais il y avait des jours. Mon Dieu, Nathan. Il y avait des jours où je pensais que nous t'avions perdu pour toujours. Mais j'ai surtout entendu elle, a continué Nathan, son regard retournant vers Émilie comme une boussole trouvant le nord. Ta voix était mon encre, Émilie. Dans tout ce rien gris, tu étais ma lumière qui me guidait à la maison. Lily Parker est apparue dans l'embrasure de la porte, son calme professionnel contenant à peine son excitation. Monsieur Wells, a-t-elle dit, sa voix épaissie par l'émotion. Tout le personnel infirmier demande la permission de vous voir. Certaines de ces femmes se sont occupées de vous pendant des mois. Elles ont besoin de voir que leur travail, leur foi, leur prière, elles ont besoin de voir que tout cela a compté. Nathan a regardé autour de la pièce les visages. Le docteur Hugh avec son étonnement scientifique, Sophie avec sa joie larmoyante, Lucas avec son soulagement écrasant, et Émilie avec son amour lumineux. Laissez-les venir, a-t-il dit doucement. Laissez-les voir que les miracles sont réels. Au cours de l'heure suivante,
un flot continu de personnel de l'hôpital a défilé dans la chambre 314, des infirmières qui l'avaient tourné toutes les 2 heures pour prévenir les escarres, des thérapeutes respiratoires qui avaient gardé ses poumons dégagés, des physiothérapeutes qui avaient déplacé ses membres pour prévenir l'atrophie. Chacun a touché sa main, a chuchoté un bienvenue de retour et est parti les larmes aux yeux. Mais à travers tout cela, l'attention de Nathan est restée concentrée sur Émilie. Alors que l'excitation s'estompe et que l'équipe médicale s'affaire avec des dossiers et des procédures mis à jour, il a pris sa main et l'a tirée plus près. Merci, a-t-il chuchoté, sa voix destinée à elle seule. D'avoir cru que je reviendrais. De ne jamais avoir abandonné. De m'avoir aimé quand je ne pouvais pas t'aimer en retour. Je ne pouvais pas abandonner, a-t-elle chuchoté en retour, son cœur s'envolant alors que son pouce effleurait ses jointures dans un geste qui devenait familier. Quelque chose me disait que tu étais juste perdu, pas parti. Je suis si heureuse d'avoir eu raison. Il y a autre chose, a dit Nathan, sa voix se renforçant à chaque mot. Dans le coma, je pouvais sentir ton amour. Pas seulement entendre ta voix, mais sentir l'émotion derrière elle. Chaque fois que tu tenais ma main ou que tu touchais mon visage ou que tu t'asseyais simplement à côté de moi, je sentais cette chaleur se répandre à travers l'obscurité. Ton amour me gardait littéralement en vie. Le docteur Hugh, entendant cela, a fait une pause dans sa prise de notes. D'un point de vue médical, ce n'est pas impossible, a-t-elle dit doucement. La thérapie par le toucher, la connexion émotionnelle, le pouvoir du lien humain. Nous découvrons que ces choses ont des effets mesurables sur le rétablissement. Mais ce que vous décrivez, c'est l'exemple le plus puissant que j'ai jamais vu. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Émilie. Soudain consciente que ce moment parfait devrait céder la place à la réalité médicale. Maintenant, nous faisons tous les tests du livre, a dit le docteur Hugh avec un sourire. Mais, Nathan, je veux que vous sachiez, en 30 ans de pratique de la médecine, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas seulement rétabli, vous êtes amélioré. Votre fonction cognitive est supérieure aux plages normales. C'est comme si le coma n'avait pas seulement guéri votre corps, il avait clarifié votre esprit. L'amour fait ça, a dit Nathan simplement, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Émilie. Il enlève tout ce qui n'a pas d'importance et vous montre ce qui est vraiment important. Alors que l'équipe médicale se préparait à la batterie de tests qui allait suivre, alors que Lucas passait des appels téléphoniques pour partager la nouvelle miraculeuse, alors que la nouvelle se répandait dans l'hôpital et au-delà que l'impossible s'était produit, Nathan et Émilie sont restés connectés par leurs mains entrelacées et le lien incassable qui s'était formé dans l'obscurité. Le miracle de son réveil serait discuté dans les revues médicales et les études de cas pendant des années à venir. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était la connexion entre une femme qui avait aimé un étranger endormi pour le ramener à la vie et l'homme qui avait suivi sa voie jusqu'à la maison depuis le pays des perdus. Je t'aime, a chuchoté Nathan, les mots tombant entre eux comme une bénédiction. Je sais que c'est trop tôt pour dire cela et je sais que la situation est compliquée, mais, Émilie, je t'aime. J'ai aimé ta voix avant de pouvoir voir ton visage et maintenant que je peux te voir, maintenant que je peux te toucher, maintenant que je peux te le dire, je t'aime avec tout ce que je suis. Émilie a senti son monde se réaligner autour de ces mots. Elle a senti chaque espoir et chaque rêve qu'elle avait chuchoté dans l'obscurité devenir soudain réel. Je t'aime aussi, a-t-elle chuchoté en retour. Je t'ai aimé depuis cette première nuit où tu n'étais qu'un étranger endormi qui se sentait en quelque sorte comme une maison. Et dans la chambre 314 du centre médical Sacred Heart, alors que la lumière du soleil du matin passait à travers les fenêtres et peignait tout en or, deux cœurs qui s'étaient trouvés à travers l'espace entre la vie et la mort ont commencé la plus grande histoire d'amour que le monde ait jamais connue. Chapitre 3, Apprendre à vivre à nouveau. Nathan Wells avait conquis la Silicon Valley et bâti un empire de plusieurs milliards, mais le projet le plus difficile de sa vie s'est avéré être de marcher 10 pas vers la femme qui était devenue son monde entier. 3 jours après son réveil, Nathan était assis dans l'aile de réadaptation de Sacred Heart, regardant Émilie organiser l'équipement avec la précision d'un général se préparant à la bataille. La chambre privée offrait des fenêtres du sol au plafond et un horizon de la ville qu'il avait aidé à construire, mais ses yeux ne quittaient jamais son visage. Prêt pour une autre aventure, a demandé Émilie, roulant un vélo d'exercice. Son sourire pouvait alimenter tout l'hôpital. Aujourd'hui, nous voyons si tes jambes se souviennent comment pédaler. Nathan a senti son rythme cardiaque s'emballer, non pas à cause de l'anxiété de l'exercice, mais à cause de la façon dont ses yeux pétillaient quand elle parlait de ses progrès. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes sur son ange, et chaque révélation le faisait tomber plus profondément. Avant l'accident, je courais 5 miles chaque matin, a-t-il dit,
sa voix portant encore des traces de rudesse. Maintenant, je suis essoufflé en m'asseyant. Les muscles ont de la mémoire, a répondu Émilie, ajustant la résistance à son réglage le plus bas. Ton corps se souvient d'être fort. Nous devons juste lui rappeler comment. Elle se déplaçait autour de lui avec une efficacité d'habitude, mais Nathan avait appris à lire les signes subtils qui trahissaient son calme professionnel. La façon dont son toucher s'attardait lorsqu'elle vérifiait son pouls, le doux soupir quand leurs yeux se rencontraient, le léger tremblement dans ses mains quand elle l'aidait à bouger. « Dis-moi quelque chose sur toi », a dit Nathan alors qu'elle guidait ses pieds vers les pédales. Quelque chose qui n'a rien à voir avec les soins infirmiers ou les soins aux millionnaires brisés. Brisé, Harry Émilie. Le son comme des carillons éoliens. Tu n'es pas brisé, Nathan Wells. Tu es en train de guérir. Arrête d'éviter la question et réponds. Elle s'est positionnée à côté du vélo, prête à le stabiliser. Je voulais être danseuse quand j'étais petite. Ballet. Je passais mes week-ends à l'école de danse de Miss Catherine, rêvant de Lincoln Center. Qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Nathan, commençant à pédaler lentement. La vie, a dit Émilie simplement. Mon père est tombé malade quand j'avais 16 ans. Les hôpitaux sont devenus ma deuxième maison, et je suis tombée amoureuse des infirmières qui se sont occupées de lui. Elles ont apporté de la lumière dans les endroits sombres. J'ai décidé que je voulais être cette lumière pour les autres. Nathan a arrêté de pédaler, étudiant son visage avec une nouvelle compréhension. C'est pour ça que tu es si bonne à ça. Ce n'est pas seulement un travail. Rien de ce que je ressens pour toi n'est juste un travail, a-t-elle dit doucement, puis elle a rougi furieusement. Je veux dire. Je sais ce que tu veux dire, a dit Nathan doucement, cherchant sa main. Et je le ressens aussi. Le moment s'est étiré entre eux, électrique et fragile, jusqu'à ce que le docteur Clara Hughes frappe et entre. Comment va notre patient miracle, a-t-elle demandé, examinant le dossier de Nathan. Les scanners cérébraux d'hier sont remarquables. Aucune déficience cognitive et les fonctions motrices se rétablissent plus rapidement que nous n'osions l'espérer. J'ai une excellente motivation, a dit Nathan, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Émilie. Après que le médecin soit parti, Émilie a aidé Nathan à passer au bar parallèle pour la pratique de la marche. C'était le moment qu'il anticipait et redoutait, quand sa faiblesse serait la plus apparente, quand la distance entre qui il avait été et qui il était maintenant serait impossible à ignorer. « Prends ton temps », a dit Émilie, se positionnant à la fin comme un phare le guidant vers la maison. « Concentrez-vous sur moi. » Nathan a saisi les barres, ses jointures blanches d'effort et de détermination. Le premier pas a été une agonie, ses jambes tremblant, ses muscles hurlant après des mois de non-utilisation. Mais le visage d'Émilie, radieux d'encouragement et de quelque chose de plus profond, le maintenait en mouvement. « C'est ça », a-t-elle chuchoté, sa voix épaissie par l'émotion. Un pas à la fois. Tu t'en sors magnifiquement. Au 4e pas, Nathan respirait fort, de la sueur sur son front. Au 7e, sa vision s'est brouillée d'épuisement. Mais au 8e pas, quelque chose de magique s'est produit. Son corps s'est souvenu de la force, s'est souvenu de l'équilibre, s'est souvenu de la joie du mouvement. Émilie, a-t-il dit, sa voix se brisant d'émerveillement. Je marche vraiment. Tu marches vers moi, a-t-elle confirmé, des larmes coulant sur ses joues. Les 2 derniers pas ont été comme volés. Quand il a atteint la fin, Émilie était là pour le rattraper, ses bras s'enroulant autour de lui alors qu'il chancelait d'épuisement et de triomphe. Pendant un moment qui a duré éternellement, ils se sont tenus l'un l'autre. Son visage enfoui dans ses cheveux, son cœur battant contre sa poitrine. « Je te tiens », a-t-elle chuchoté dans son épaule. « Je te tiendrai toujours. » Nathan a reculé juste assez pour la regarder dans les yeux, ses mains encadrant son visage avec des doigts tremblants. Comment ai-je pu être si chanceux? Comment ai-je pu me retrouver avec un ange pour infirmière? Peut-être que nous étions destinés à nous trouver de cette façon, a dit Émilie doucement. Peut-être que tout ce qui était bon et terrible nous a menés à ce moment. L'après-midi a apporté plus d'exercices, plus de petites victoires, plus de moments où leur relation professionnelle s'est brouillée en quelque chose de plus profond. Nathan a appris qu'Émilie avait une sœur nommée Ava qui étudiait la thérapie par l'art, qu'elle faisait un café terrible mais des biscuits incroyables, qu'elle chantait dans sa voiture et pleurait pendant les films tristes. « Et toi » a demandé Émilie alors qu'elle l'aidait à travers des exercices de bras. « Dis-moi quelque chose, pas dans les magazines d'affaires. » Nathan a réfléchi, ses bras travaillant contre des bandes de résistance. « Je joue du piano, du jazz surtout. »
ma mère m'a appris avant de mourir. Je le savais, s'est exclamée Émilie. Je pouvais le dire par tes mains. Ce sont des mains de musicien. J'avais l'habitude de composer quand j'étais stressé, ma façon de traiter les émotions que je ne pouvais pas exprimer. Quelle est la dernière chanson que tu as composée? La question a frappé de manière inattendue, apportant un souvenir vif. La nuit avant l'accident, a-t-il dit doucement, j'avais eu une dispute terrible avec quelqu'un que je pensais aimer. J'ai passé des heures au piano à essayer de donner un sens à tout cela. Émilie a attendu patiemment. Son nom était Rachel, a continué Nathan, sa voix se renforçant. Nous étions mariés, mais c'était toxique. Elle voulait mon argent, mon statut, pas moi. La nuit de l'accident, elle m'a dit qu'elle avait une liaison, qu'elle partait et prenait la moitié de tout. Je suis désolé, a dit Émilie simplement, sa main trouvant la sienne. C'était dévastateur à l'époque, a admis Nathan. Mais en restant ici ces derniers mois, en écoutant ta voix, en ressentant tes soins, j'ai réalisé que ce que j'avais avec Rachel n'était pas de l'amour. C'était juste deux personnes qui se servaient l'une de l'autre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Nathan s'est tourné pour lui faire face pleinement, ses yeux sérieux et intenses, parce que maintenant je sais ce que l'amour ressent. L'amour ne prend pas, Émilie. L'amour donne. L'amour guérit. L'amour te ramène d'entre les morts. La confession a plané dans l'air entre eux, précieuse et terrifiante. Émilie a senti son cœur s'arrêter et redémarrer, a senti le monde basculer alors que tout ce qu'elle avait espéré, mais jamais osé croire, devenait soudain réel. Nathan, a-t-elle chuchoté, je sais que c'est fou, a-t-il dit rapidement. Je sais que je suis ton patient. C'est compliqué, et je suis toujours marié à quelqu'un qui ne mérite pas le titre. Mais Émilie. Point ce que je ressens pour toi est exactement ce que je ressens pour toi. Elle a terminé, un sourire perçant comme le lever du soleil. Je t'aime aussi, Nathan. Je t'ai aimé depuis cette première nuit où tu n'étais qu'un étranger endormi qui se sentait en quelque sorte comme une maison. Quand leurs lèvres se sont rencontrées, c'était doux et hésitant au début, une question posée et répondue dans l'espace d'un battement de cœur. Mais ensuite, la main de Nathan s'est emmêlée dans ses cheveux, et les bras d'Émilie se sont enroulés autour de son cou, et le baiser s'est approfondi en quelque chose qui parlait de promesses et d'avenir et d'amour qui pouvait vaincre même la mort. Ils se sont séparés, essoufflés, les fronts se touchant, tous deux émerveillés par l'ampleur de ce qu'ils venaient de reconnaître. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Émilie, sa voix tremblante d'émotion et de possibilités. Maintenant, a dit Nathan, son pouce traçant sa joue, nous allons trouver comment construire une vie ensemble, un pas à la fois. À l'extérieur de la fenêtre, la ville scintillait sous le soleil de l'après-midi, un monde plein de possibilités, attendant deux cœurs assez courageux pour revendiquer leur miracle. Chapitre 4, les couleurs du cœur. Au moment où Nathan Wells a vu son premier coucher de soleil en 8 mois, il a réalisé qu'il avait vécu en noir et blanc toute sa vie jusqu'à ce qu'Emily Carter peigne son monde dans des couleurs qui n'existaient pas avant l'amour. Je dois sortir de cette chambre, a annoncé Nathan vendredi soir, une énergie nerveuse rayonnant de chaque muscle. Son rétablissement était miraculeux, chaque jour apportant une mobilité accrue et une frustration croissante avec le confinement médical. Émilie a levé les yeux de ses dossiers, étudiant la détermination dans ses yeux. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Il y a un jardin ici. De la vraie herbe, un vrai ciel, de l'air frais. Qui ne sent pas l'antiseptique? Son sourire devenait dangereusement irrésistible. Et techniquement, tu es mon infirmière principale. Cela ne te donne-t-il pas un pouvoir discrétionnaire? Tu essaies de me manipuler, monsieur Wells? Absolument, a-t-il répondu sans hésitation. Ça marche. Nathan avait meilleure mine que depuis son réveil. De la couleur sur ses joues, des yeux vifs et alertes, un tonus musculaire qui s'améliorait quotidiennement. Plus important encore, le confinement affectait son état mental, et Émilie savait que la guérison émotionnelle était cruciale. D'accord, a-t-elle dit, levant les mains en l'air. Mais nous prenons un fauteuil roulant, et au premier signe de fatigue, nous revenons. Marché conclu, a immédiatement accepté Nathan, son sourire assez brillant pour alimenter l'hôpital. 20 minutes plus tard, Émilie poussait Nathan à travers les couloirs vers le jardin de guérison, leur chemin éclairé par le soleil doré de l'après-midi. Nathan serrait un sac mystérieux de la boutique de cadeaux de l'hôpital, refusant de s'expliquer malgré la curiosité d'Émilie. Ferme les yeux, a-t-il dit alors qu'ils approchaient de l'entrée du jardin. Nathan, je pousse le fauteuil roulant. Fais-moi confiance, a-t-il dit, sa voix douce d'anticipation. S'il te plaît.
quelque chose dans son ton l'a fait se conformer, ralentissant considérablement alors qu'il passait par les portes automatiques. L'air du soir les a frappés comme une douce caresse, portant du jasmin et de l'herbe fraîchement coupée. D'accord, a dit Nathan, sa voix épaissie par l'émotion. Ouvre-les. Émilie a ouvert les yeux pour trouver Nathan regardant le jardin avec un émerveillement absolu. Ses mains serraient les accoudoirs, tout son corps penché en avant comme s'il pouvait s'abreuver de la vue. Nathan, a-t-elle demandé doucement, tu vas bien? Les couleurs, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Oh mon Dieu, Émilie, regarde les couleurs. Elle a suivi son regard. Le jardin de guérison dans toute sa gloire du soir, des rosiers lourds de fleurs corail, cramoisies et rougissantes, de la lavande se balançant doucement, des pointes violettes captant la lumière comme de l'améthyste, des soucis dorés et du jasmin blanc créant une tapisserie qui brillait. C'est beau, a-t-elle convenu, regardant son visage plus que le jardin. Non, tu ne comprends pas, a dit Nathan, se tournant vers elle les larmes aux yeux. Dans le coma, tout était gris, des ombres et de la brume et un crépuscule sans fin. Même après mon réveil, c'était comme si quelqu'un avait baissé la saturation sur le monde. Mais ça, il a fait un geste impuissant, c'est comme voir pour la première fois. Émilie a senti son cœur se contracter. Elle s'est déplacée pour lui faire face, s'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. Peut-être, a-t-elle dit doucement, tu avais besoin de revenir à la vie complètement avant de pouvoir vraiment revoir. Nathan a tendu la main pour toucher son visage, son pouce traçant sa joue avec une tendresse infinie. Peut-être que j'avais besoin que tu me montres à quoi la vie pouvait ressembler. Ils sont restés comme ça pendant que le jardin fleurissait autour d'eux dans un silence spectaculaire. Finalement, Nathan s'est éclairci la gorge et a cherché son sac mystérieux. « J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, soudainement nerveux. La sélection de la boutique de cadeaux est limitée, mais je voulais te donner quelque chose de beau. » Du sac, il a sorti une petite orchidée en pot, des pétales blancs délicats avec des centres violets profonds qui semblaient briller à la lumière du soir. Élégante et exotique, complètement différente des cadeaux pratiques. La plupart des gens pourraient choisir Nathan, a soufflé Émilie, acceptant la plante avec révérence. Elle est magnifique. Mais tu n'avais pas besoin de le faire. Oui, j'en avais besoin, a-t-il interrompu doucement. Émilie, tu m'as tout donné, ma vie, ma santé mentale, mon cœur. Le moins que je puisse faire est de te donner des fleurs. Elle a serré l'orchidée contre sa poitrine. Je l'aime. Mais plus que ça, j'aime que tu aies pensé à moi. Je pense à toi constamment, a admis Nathan, sa voix rugueuse d'honnêteté. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment conscient, tu es là. Émilie a posé l'orchidée sur un banc à proximité et est retournée à ses côtés. Dis-moi à quoi tu penses quand tu penses à moi. Nathan est resté silencieux, organisant des pensées trop grandes pour des mots. Je pense à la façon dont tu fredonnes sans t'en rendre compte, à la façon dont tes mains sont magiques. Elles apaisent la douleur et apportent du réconfort et me font me sentir en sécurité d'une manière que je n'ai jamais connue. Comment tu vois les gens, vraiment les vois, pas leur compte bancaire ou leur réputation. Quoi d'autre, a demandé Émilie, sa voix à peine un murmure. Je pense à voyager avec toi, a continué Nathan, ses yeux devenant distants de possibilités. Te montrer des endroits où je suis allé mais que je n'ai jamais vraiment vécu parce que je travaillais toujours. Je veux t'emmener dans les champs de lavande en Provence, où le violet est si intense qu'il ressemble à de la peinture renversée. Je veux regarder le lever du soleil sur Angkor Wat et voir s'il est plus beau que la façon dont tu as l'air quand tu dors dans cette chaise. Émilie a senti des larmes se rassembler. Je ne suis jamais allé nulle part. Le plus loin que j'ai voyagé est de 2 États pour une conférence d'infirmières. Alors nous peindrons le monde ensemble, a dit Nathan simplement. De vraies peintures, pas seulement des mots. Nous irons partout et ferons des souvenirs qui dureront des vies. Le soleil se couchait maintenant, peignant le ciel en or rose et en orange profond qui se reflétait dans les yeux de Nathan comme du feu. D'autres visiteurs se déplaçaient dans le jardin, mais Émilie et Nathan existaient dans leur propre univers privé. « Puis-je te dire quelque chose ?» a demandé Nathan alors que les étoiles commençaient à apparaître. « Tout ce que tu veux. » Pendant le coma, j'ai fait des rêves. Pas des rêves habituels. Ceux-ci étaient différents, plus réels. Il a fait une pause, cherchant ses mots. J'étais dans cet endroit gris, comme être sous l'eau, mais capable de respirer. Tout était étouffé et distant, sauf une chose. Qu'est-ce que c'était? Ta voix, a-t-il dit, ses yeux trouvant les siens dans le crépuscule. C'était comme un fil d'or traversant l'obscurité.
Chaque nuit, je suivais ce fil, essayant de retrouver mon chemin vers la conscience, vers toi. Tu étais mon phare, Émilie. Tu m'as guidé à la maison. La confession a plané entre eux, précieuse et fragile dans l'air du soir. Émilie a senti son cœur se gonfler d'émotions si intenses que c'était presque douloureux. Nathan, a-t-elle chuchoté, se penchant plus près. Je sais que c'est fou, a-t-il dit rapidement. Je sais que nous nous connaissons à peine de manière conventionnelle, et la situation est compliquée. Mais... Émilie l'a fait taire en plaçant doucement son doigt contre ses lèvres. Ce n'est pas fou. C'est la chose la plus saine que j'ai jamais entendue. Elle s'est penchée plus près, attirée par une attraction magnétique qui existait entre eux depuis ce premier matin. La main de Nathan s'est emmêlée dans ses cheveux, l'attirant plus près jusqu'à ce que leur souffle se mêle. Émilie, te voilà. Ils se sont séparés alors que Sophie Grant est apparue au coin, le visage radieux d'excitation. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu leur position, les sourcils se soulevant. Oh, a dit Sophie, un sourire complice se répandant. J'interromps quelque chose? Non, a dit Émilie rapidement, les joues en feu. Nous profitions juste du jardin. Bien sûr, a répondu Sophie, ne la croyant clairement pas et bien, profitez-en. Lily Parker vous cherche pour le planning de la semaine prochaine. Alors que Sophie disparaissait, Émilie et Nathan se sont assis dans un silence chargé, le moment brisé, mais l'électricité plus forte que jamais. Nous devrions probablement rentrer, a dit Émilie à contre-cœur. Probablement, a convenu Nathan, bien qu'aucun des deux ne bouge. Merci, a dit Émilie, faisant un geste vers l'orchidée dans le soir magique, de m'avoir rappelé qu'il y a de la beauté dans le monde. Merci, a répondu Nathan. De m'avoir montré à quoi ressemble l'amour. Alors qu'ils rentraient, tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Le jardin avait été plus qu'une évasion. C'était une promesse de la vie qu'ils pouvaient construire ensemble, peinte dans des couleurs qui n'existaient que lorsque deux cœurs trouvaient leur parfaite correspondance. Chapitre 5, la nuit où tout a changé lorsque les lumières se sont éteintes au centre médical sacré date à 23h47, Emily Carter n'avait aucune idée que des ombres dansantes et la lumière des bougies deviendraient le décor de la nuit la plus passionnée de sa vie. La panne de courant a frappé sans avertissement, plongeant sacré date dans un silence étrange, brisé uniquement par les générateurs d'urgence qui se mettaient en marche. Emily était en train de terminer ses rondes du soir lorsque les lumières ont vacillé 2 fois, puis se sont éteintes, laissant les couloirs baignés d'un éclairage d'urgence doux alimenté par des batteries. Elle s'est dépêchée vers la chambre de Nathan, son cœur s'emballant. Il faisait des cauchemars ces derniers temps, des souvenirs fragmentés de l'accident qui le secouaient en sueur froide. L'obscurité ne ferait qu'empirer les choses. Nathan, a-t-elle appelé doucement, poussant sa porte pour trouver la pièce éclairée seulement par la lueur vert pâle du moniteur et la lumière argentée de la lune qui passait à travers les fenêtres. Je suis là, est venue sa voix de l'obscurité, tendue. Que s'est-il passé? Panne de courant, a expliqué Emily, se frayant un chemin vers l'armoire d'urgence. Probablement un transformateur dans la tempête. Les générateurs maintiendront les systèmes essentiels en marche, mais nous serons dans le noir pendant un certain temps. Elle a trouvé ce dont elle avait besoin, des lanternes à piles et des bougies, pour exactement cette urgence. Alors qu'elle allumait la première bougie, une lumière dorée et chaude a fleuri, projetant des ombres dansantes et transformant l'espace stérile en quelque chose de magique et d'intime. Mieux, a-t-elle demandé, posant la bougie sur sa table de chevet. Beaucoup, a répondu Nathan, mais elle pouvait entendre l'anxiété sous-jacente. Vas-tu? Pourrais-tu rester? Je sais que ton quart de travail est terminé, mais... Bien sûr, a dit Emily sans hésitation, s'installant dans sa chaise familière. Je ne te laisserai pas seule dans le noir. Elle a allumé 2 autres bougies, les plaçant autour de la pièce jusqu'à ce que l'espace brille d'une lumière douce et vacillante. L'effet était à couper le souffle. L'équipement médical dur a disparu dans l'ombre, tandis que la lumière chaude mettait en valeur le visage de Nathan comme une peinture de la Renaissance. Parle-moi des cauchemars, a dit Emily doucement, tirant sa chaise plus près. Le docteur eût dit qu'ils sont normaux, mais cela ne les rend pas moins effrayants. Nathan est resté silencieux, ses mains agitées contre les draps blancs. C'est toujours la même chose, a-t-il dit finalement. Je rentre à la maison en voiture, et The Way You Look Tonight joue. Il pleuvait, les rues glissantes de reflets de néon. Je me souviens avoir pensé à quel point la ville était belle. Emily a tendu la main pour prendre la sienne, leurs doigts s'entremêlant dans un geste qui était devenu aussi naturel que la respiration. Puis je vois l'autre voiture, a continué Nathan,
sa voix devenant rugueuse. Le temps ralentit, et je sais ce qui va se passer. Mais je ne peux pas l'arrêter. L'impact, la rotation, tout devient noir. Sauf que dans le cauchemar, je ne me réveille pas. Je suis piégé dans l'obscurité pour toujours, et personne ne vient me trouver. Mais quelqu'un t'a trouvé, dit Émilie doucement. Je t'ai trouvé, et je t'ai ramené à la maison. Nathan se tourna vers elle à la lueur des bougies, ses yeux reflétant les flammes dorées comme des étoiles. Comment as-tu su? Comment as-tu su que j'étais toujours là, à l'intérieur? Émilie sentit son cœur s'emballer alors qu'ils approchaient d'un territoire qu'ils avaient contourné. La vérité sur ce qui l'avait poussé à prendre soin de lui avec une telle dévotion. Parce que je suis tombée amoureuse de toi, murmura-t-elle, la confession s'échappant comme une prière. Pas du millionnaire ou du PDG, mais de l'homme qui existait dans l'espace entre deux battements de cœur. Je suis tombée amoureuse de ton visage paisible et de tes mains douces, et de la façon dont tu semblais écouter, même quand tu ne pouvais pas répondre. Le souffle de Nathan s'arrêta, audible dans l'intimité de l'obscurité. Émilie, je te racontais tout, continua-t-elle, sa voix se faisant plus forte. Ma journée, mes rêves, les endroits où je voulais voyager, et la vie que je voulais construire. Je t'ai parlé de mon père, et de la façon dont sa perte m'a appris que l'amour ne s'arrête pas juste parce que quelqu'un ne peut pas te répondre. Je t'ai dit que je croyais au miracle, et que je t'attendais pour que tu reviennes à la maison vers moi. Je me souviens, dit Nathan, la voix lourde d'émotion. Chaque mot, chaque histoire, chaque moment que tu as passé à mes côtés. Ta voix était la seule chose réelle dans tout ce gris du néant. La bougie vacillait entre eux, créant un monde intime où seule la vérité pouvait exister. Émilie sentit 8 mois d'émotions refoulées monter comme une marée. J'avais l'habitude d'imaginer ce que ce serait quand tu te réveillerais, confessa-t-elle. Je t'imaginais ouvrant les yeux et me voyant vraiment, et sachant d'une manière ou d'une autre que nous étions faits pour être ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé, interrompit Nathan, sa main libre se levant pour lui prendre le visage. Au moment où j'ai ouvert les yeux et que je t'ai vu, j'ai su que j'étais à la maison. Pas à cause de l'hôpital ou des soins médicaux, mais parce que tu étais là. Émilie sentit les larmes s'accumuler alors qu'elle s'inclinait vers son contact. J'avais tellement peur que quand tu te rétablirais, quand tu te souviendrais de ta vraie vie, tu oublies l'infirmière de nuit qui parlait trop et rêvait trop grand. T'oublier? La voix de Nathan était incrédule. Émilie, tu es ma vraie vie. Tout ce qui est arrivé avant ne faisait que marquer le temps jusqu'à ce que je te trouve. La confession resta suspendue dans l'air, précieuse et fragile, et dansant à la lueur des bougies. Le pouce de Nathan traça sa joue, essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elles étaient tombées. J'ai besoin de te dire autre chose, dit-il, sa voix tombant à un murmure. Pendant le coma, je pouvais sentir quand tu me touchais, pas physiquement, mais spirituellement. Chaque fois que tu tenais ma main ou lissais mes cheveux ou posais ta paume contre ma poitrine, je sentais une chaleur se répandre à travers l'obscurité. Tu me guérissais de l'intérieur, le souffle d'Émilie se coupa. Tu pouvais me sentir? Je pouvais sentir ton amour, corrigea doucement Nathan. C'était comme la lumière du soleil qui perce les nuages d'orage. Même quand je ne pouvais pas répondre, pas bouger ou parler ou te donner le moindre signe, ton amour me maintenait en vie. La révélation fit quelque chose d'éclater dans la poitrine d'Émilie, libérant 8 mois de peur, d'espoir et d'amour désespéré. Elle se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Je t'aime », murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime tellement que ça me terrifie. »« Ne sois pas terrifiée », murmura Nathan, sa main s'enroulant dans ses cheveux. « Sois courageuse. Sois assez courageuse pour me laisser t'aimer en retour. » Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce ne fut rien comme leur premier baiser hésitant. C'était du feu et de la lumière d'étoiles, et 8 mois de désir condensés en un seul moment parfait. Nathan l'embrassa comme si elle était de l'oxygène, et qu'il se noyait, comme si elle était de la musique, et qu'il avait été sourd à la beauté toute sa vie. Émilie se fondit en lui, ses mains se serrant dans sa chemise de pyjama alors qu'elle versait chaque mot non dit, chaque confession de minuit, chaque prière désespérée dans la connexion entre eux. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respiraient fort, leurs visages illuminés par la bougie et l'éclat de quelque chose qui transcendait le monde physique. « Reste avec moi ce soir », murmura Nathan, son front toujours pressé contre le sien. « Pas comme mon infirmière, pas parce que c'est ton travail, mais parce que je ne peux pas supporter une autre nuit sans toi à mes côtés. »« Nathan, je ne devrais pas. »« S'il te plaît, » l'interrompit-il, la voix rauque de besoin, «
nous n'avons rien à faire d'autre que de parler et de nous tenir l'un l'autre. J'ai juste besoin de t'avoir près de moi. J'ai besoin de savoir que c'est réel. Émilie regarda dans ses yeux, ne voyant pas seulement le désir, mais la vulnérabilité et l'espoir et l'amour, si pur que ça lui coupa le souffle. D'accord, murmura-t-elle. Oui. Nathan se décala prudemment sur un côté du lit étroit, grimaçant alors que son corps en guérison protestait. Émilie se glissa sous les couvertures à ses côtés, son corps s'ajustant parfaitement contre le sien, comme s'ils avaient été conçus pour occuper le même espace. Pendant un long moment, ils se tinrent simplement l'un l'autre dans l'obscurité éclairée par les bougies, s'émerveillant de la peau contre la peau, du battement de cœur contre le battement de cœur, du souffle se mêlant entre eux. Ils parlèrent toute la nuit alors que les bougies brûlaient bas, partageant des histoires et des secrets et des plans pour un avenir qui semblait à la fois impossible et inévitable. Nathan lui parla de la solitude d'être un homme à succès mais vide. Émilie partagea ses rêves de faire une différence, d'utiliser son don de guérison pour aider les gens à retrouver l'espoir. Alors que l'aube approchait, peignant la pièce en rose et or, ils surent tous deux que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus patients et soignantes. Ils étaient des âmes sœurs qui s'étaient trouvées à travers l'espace entre la vie et la mort. Quoi qu'il arrive ensuite, murmura Nathan alors que le soleil commençait à chasser la lumière des bougies, je veux que tu saches que tu m'as sauvé. Pas seulement médicalement, mais de toutes les manières possibles. Tu m'as sauvé aussi, répondit Émilie, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. Tu m'as montré ce que cela signifie d'aimer quelqu'un complètement. Le courant revint avec un bourdonnement soudain, mais aucun des deux ne bougea pour éteindre les bougies. Certains types de lumière étaient trop précieux pour être gaspillés, certains moments trop parfaits pour se terminer. Dans la chambre 314, deux cœurs qui avaient trouvé leur parfaite moitié s'endormirent paisiblement, entourés par la lumière mourante des bougies qui avaient été témoins de la naissance de l'éternité. Chapitre 6. Le fantôme revient. Rachel Vaughn entra au Sacred Heart Medical Center, portant des talons de créateur qui claquaient comme des coups de feu sur les sols de marbre, transportant des documents légaux qui pourraient briser une histoire d'amour de 8 mois, et brandissant un sourire assez tranchant pour couper à travers chaque rêve construit dans l'obscurité. Le matin après la nuit la plus parfaite de la vie d'Émilie commença par ce qui aurait dû être une routine, aidant Nathan avec sa thérapie physique pendant qu'ils essayaient tous deux de cacher que leur monde avait changé d'axe. La lumière des bougies était partie, remplacée par la dure fluorescence, mais l'intimité demeurait, crépitant dans chaque regard et chaque contact. Tu as un teint resplendissant, observa Sophie, entrant avec le plateau de petit déjeuner de Nathan, des sourires complices suggérant qu'elle suspectait exactement pourquoi sa meilleure amie avait l'air d'avoir avalé de la lumière d'étoiles. Soit tu as découvert des produits de soins incroyables, soit il s'est passé quelque chose de très intéressant pendant la panne de courant. Émilie sentit la chaleur monter sur ses joues alors qu'elle aidait Nathan à se caler contre ses oreillers. Le courant est revenu vers 6 heures. Dit-elle, échouant à maintenir un détachement professionnel. Ouais, répondit Sophie, posant le plateau avec un soin exagéré. Je suis sûr que vous avez passé ces 7 heures à discuter des protocoles médicaux. Nathan attrapa la main d'Émilie, ses doigts s'entrelaçant dans un geste qui devenait aussi naturel que de respirer. En fait, dit-il, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Émilie, nous avons parlé de l'avenir. Le moment fut brisé par l'agitation dans le couloir, des voix fortes, le claquement sec de talons coûteux, et les tons diplomatiques mais fermes de Lily Parker gérant une situation de plus en plus volatile. Je me fiche de vos politiques de visite. La voix d'une femme coupa le calme du matin comme une lame. Je suis sa femme, ce qui me donne des droits légaux qui supplantent votre bureaucratie hospitalière. Émilie sentit le sang quitter son visage alors que les mots s'enregistraient. Femme. La pièce s'inclina sur le côté alors qu'elle regardait Nathan, dont l'expression était passée du contentement à l'horreur. Nathan, murmura Émilie, la voix à peine audible. De quoi parle-t-elle? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit pour révéler une femme tout droit sortie d'un magazine de mode. Cheveux blonds en vague parfaite, tailleur de créateur valant plus qu'Émilie ne gagnait en 6 mois, et des yeux comme de la glace d'hiver qui balayaient la pièce avec une évaluation prédatrice. Bonjour, chérie, dit Rachel Vaughn, la voix dégoulinant de fausse douceur alors qu'elle se concentrait sur Nathan. Je t'ai manqué? Le silence était assourdissant. Émilie avait l'impression de regarder la scène de l'extérieur de son corps, incapable de traiter le cauchemar qui détruisait tout ce qui était beau dans la matinée. Rachel, dit Nathan, la voix plate et froide d'une manière qu'Émilie n'avait jamais entendue. Que fais-tu ici? Je rends visite à mon mari, bien sûr, répondit Rachel,
son sourire s'aiguisant alors qu'elle remarquait le visage blanc d'Émilie et la prise protectrice de Nathan sur sa main. J'ai entendu parler de ton rétablissement miraculeux et je devais simplement voir par moi-même. Ex-mari, corrigea fermement Nathan, mais quelque chose vacilla dans l'expression de Rachel qui fit se serrer l'estomac d'Émilie. En fait, chérie, c'est là que les choses deviennent intéressantes, dit Rachel, sortant un luxueux dossier en cuir de son sac à main. Dans tout le chaos qui a suivi ton accident, certaines formalités légales ont été négligées. Lily Parker apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rougi de gêne et de colère. Je suis désolé, monsieur Wells. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait des droits légaux. C'est bon, Lily, dit Nathan calmement, bien que sa mâchoire soit serrée. Laisse-la dire ce qu'elle est venue dire. Le sourire de Rachel s'élargit alors qu'elle sortait des documents officiels. Notre divorce n'a jamais été finalisé, Nathan. Les documents ont été déposés, oui, mais nécessitaient les 2 signatures pour le décret final. Lorsque tu as eu ton accident avant que nous puissions achever le processus, légalement parlant, nous sommes toujours mariés. Les mots frappèrent Émilie comme des coups physiques. Mariés. Toujours mariés. L'homme dont elle était tombée amoureuse, à qui elle avait donné son cœur complètement, appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la regardait maintenant avec une cruauté délibérée. C'est impossible, dit Nathan, la voix gagnant en fureur. Les avocats ont dit. Les avocats ont dit beaucoup de choses, interrompit Rachel en douceur, mais je suis toujours légalement et officiellement Madame Nathan Wells, ce qui signifie que j'ai des droits concernant tes soins médicaux, tes décisions d'affaires et tes actifs financiers. Émilie sentit les murs se refermer. Elle essaya de libérer sa main, mais la prise de Nathan se resserra, ses yeux ne quittant jamais le visage de Rachel. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Nathan, la voix dangereuse et basse. « Ce que j'ai toujours voulu, chérie. Ma juste part. » Le masque de Rachel glissa momentanément, révélant le prédateur calculateur sous l'extérieur poli. « Tu as eu 8 mois pour réfléchir à notre mariage, aux erreurs que nous avons tous deux faites. J'espère que cette expérience de mort imminente t'a donné une perspective sur ce qui est vraiment important. » C'est le cas, dit Nathan, la voix se faisant plus forte. Elle m'a montré exactement à quoi ressemble le véritable amour, et il n'a rien à voir avec toi. Le regard de Rachel se posa sur Émilie avec un mépris non dissimulé. Comme c'est mignon. Le patient riche tombe amoureux de son infirmière dévouée. Comme c'est prévisible. Elle se retourna vers Nathan, la voix se durcissant. Mais la sentimentalité ne change pas la loi, Nathan. J'ai des droits, et j'ai l'intention de les exercer. Émilie retrouva finalement sa voix. Nathan, est-ce vrai? Es-tu toujours marié avec elle? La douleur dans sa voix galvanisa Nathan. Il se débattit pour se redresser, les yeux flamboyants de fureur qui transformaient son comportement. Émilie, écoute-moi. C'est touchant. Rachel l'interrompit avec un rire froid. Mais les sentiments personnels sont hors de propos ici. Nathan, j'ai contacté Marcus Reed au sujet de notre situation. Il examine les implications légales en ce moment même. Comme s'il avait été invoqué, Marcus Reed apparut dans l'embrasure de la porte, son apparence habituellement impeccable en désordre, le visage sombre. Il serrait d'épais documents légaux et portait l'expression de quelqu'un portant de terribles nouvelles. Nathan, dit Marcus, la voix lourde de regret. Nous devons parler. Parle ici, ordonna Nathan, sa main toujours serrant celle d'Émilie. Je veux qu'Émilie entende tout ce que tu as à dire. Marcus jeta un coup d'œil à Rachel, qui hocha gracieusement la tête, comme si elle accordait la permission. Le décret de divorce n'a jamais été enregistré au tribunal, dit-il calmement. En raison de ton incapacité, le processus a été suspendu indéfiniment. Légalement, ton mariage avec Rachel est toujours valide. Émilie sentit son dernier espoir s'effondrer. Elle réussit finalement à libérer sa main, ignorant la tentative désespérée de Nathan de la retenir. « Je devrais y aller, dit-elle, la voix creuse. C'est une affaire de famille. » Non, dit Nathan farouchement, essayant de sortir du lit malgré sa faiblesse. Émilie, ne pars surtout pas. Cela ne change rien entre nous, n'est-ce pas, demanda Rachel avec une fausse préoccupation. Nathan, chérie, l'adultère est toujours un crime dans certains États, et étant donné tes récents problèmes médicaux, des questions sur ta compétence pourraient être soulevées, des questions qui pourraient affecter ta capacité à prendre des décisions concernant ton entreprise, tes actifs, tes soins. La menace resta suspendue comme du poison.
Émilie comprit immédiatement. Si Nathan continuait leur relation, Rachel pourrait l'utiliser comme preuve qu'il n'était pas mentalement compétent, lui donnant potentiellement le contrôle sur toute sa vie. « Tu es méprisable », grogna Nathan, son corps entier tremblant de rage. « Tu m'as quitté. Tu es parti la nuit avant l'accident et tu as dit que tu ne voulais plus jamais me revoir. » J'étais sous le coup de l'émotion, répondit Rachel avec un haussement d'épaule, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux, peut-être une ombre de regret sincère avant que le masque ne revienne. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. L'important, c'est que je suis là maintenant, prête à honorer nos vœux, pour le meilleur ou pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Émilie regarda avec une horreur croissante, comprenant finalement toute l'ampleur de ce à quoi il faisait face. Il ne s'agissait pas seulement d'amour ou d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de destruction systématique de tout ce qu'elle et Nathan avaient construit. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire », dit Émilie désespérément à Marcus. L'expression de Marcus était sympathique, mais sombre. Une audience de compétences pourrait résoudre la question du mariage, mais ce serait long, et si Nathan était déclaré incompétent, même temporairement, Rachel aurait le contrôle légal sur tout. Mon entreprise, mes actifs, mes décisions médicales, elle pourrait interdire de me voir. Nathan acheva la phrase, la voix creuse. Le sourire de Rachel était triomphant. Enfin, quelqu'un qui comprend. Maintenant, Nathan, je pense qu'il est temps que nous discutions de notre réconciliation. Peut-être quelque part de plus privé. Dégage, dit Nathan, la voix mortellement calme. Sors de cette pièce, de cet hôpital, et de ma vie. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, chérie, répondit Rachel en douceur. Après tout, je suis ta femme. J'ai tout le droit d'être ici. Elle se dirigea vers la chaise où Émilie avait passé d'innombrables nuits à veiller, le symbolisme étant clair. Rachel revendiquait son territoire, marquait sa possession. Faisant comprendre qu'elle avait l'intention d'effacer chaque trace d'amour qui avait fleuri dans cet espace. Si tu touches à cette chaise, dit Nathan, la voix assez froide pour geler le feu, je ferai en sorte que la sécurité te raccompagne dehors avec des menottes. Tu pourrais essayer, dit Rachel, s'installant quand même dans la chaise. Mais je pense que tu trouveras que le fait d'être légalement marié me donne certains privilèges que ta petite infirmière amie ne possède pas. La cruauté occasionnelle brisa quelque chose à l'intérieur de Nathan. Malgré sa faiblesse, il réussit à faire passer ses jambes par-dessus le lit, son corps entier rayonnant d'une fureur protectrice. Ne t'avise jamais, dit-il, la voix tremblant de rage contenue, de parler d'Émilie de cette façon à nouveau. Elle vaut 1000 fois plus que toi. Et si tu penses une seule seconde que je vais te laisser détruire ce que nous avons? Ce que tu as est illégal, l'interrompit Rachel froidement. Ce que tu as est un fantasme construit sur la dépendance médicale et une gratitude mal placée. Ce que tu as est terminé. Émilie sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, pas son cœur, qui était déjà brisé, mais quelque chose de plus profond. Sa foi dans les fins heureuses, peut-être, ou sa croyance que l'amour pouvait tout conquérir. J'ai besoin d'air, dit-elle calmement, se dirigeant vers la porte. J'ai besoin de réfléchir. Émilie, s'il te plaît. Nathan l'appela, sa voix se brisant sur son nom. Ne la laisse pas gagner. Ne la laisse pas m'enlever de toi. Émilie s'arrêta dans l'embrasure de la porte, regardant l'homme qui était devenu son monde. Il était pâle et tremblant, essayant de se tenir debout malgré la faiblesse, tendant la main vers elle à travers une distance qui semblait soudainement infinie. Je ne vais nulle part, dit-elle, bien que sa voix manquât de conviction. J'ai juste besoin d'un moment. Alors qu'elle fuyait le couloir, le rire triomphant de Rachel résonna derrière elle, le son comme du verre brisé dans le sanctuaire où l'amour avait autrefois fleuri. Pour la première fois depuis que Nathan avait prononcé son nom dans cette aube miraculeuse, Émilie se demanda si certains miracles étaient trop beaux pour durer, si certaines histoires d'amour étaient destinées à se terminer avant de vraiment commencer. Mais même si le doute la consumait, même si la peur lui murmurait que Rachel avait peut-être raison, une vérité demeurait. Elle aimait Nathan Wells de toutes les fibres de son être. Et cet amour, peu importe ce que les documents légaux disaient, peu importe les batailles à venir, était réel, pur et valait la peine de se battre pour lui. Chapitre 7. Se battre pour l'éternité. La salle d'audience avait été témoin de 1000 batailles légales, mais jamais ces murs de marbre n'avaient entendu une infirmière témoigner que l'amour pouvait littéralement ressusciter les morts jusqu'à ce qu'Emily Carter monte à la barre pour se battre pour son âme sœur. 3 semaines après la réapparition dévastatrice de Rachel,
le palais de justice bourdonnait d'une énergie scandaleuse. L'affaire avait capturé l'attention de la ville. Un millionnaire de la technologie, une infirmière dévouée et une femme revenant d'entre les morts pour réclamer sa fortune. La galerie était bondée de reporters, de curieux et de personnel hospitalier qui avaient été témoins du rétablissement miraculeux de Nathan. Émilie était assise derrière la table du défendeur, ses mains serrées si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Elle portait sa meilleure robe bleu marine, choisie par Ava, et avait passé la matinée à lutter contre les larmes en regardant Nathan se débattre avec une faiblesse qui était revenue sous le stress de la bataille légale. Le combat avait eu des conséquences. Ses cauchemars étaient revenus avec vengeance, et les progrès de la thérapie physique avaient stagné alors que l'anxiété consommait son énergie. Mais malgré les tremblements et les ombres sous ses yeux, Nathan insistait pour assister à chaque audience, à chaque moment de leur combat pour l'avenir. Tout le monde se lève pour l'honorable juge. Margaret Chen, annonça le huissier. La juge Chen avait les cheveux argentés et une mine sévère, avec des yeux qui ne manquaient rien et une réputation de couper à travers les absurdités légales avec une précision chirurgicale. On rapportait qu'elle avait un jour dit à un témoin menteur que le parjure était une insulte à son intelligence. « Nous sommes ici pour Vaughn contre Wells », dit la juge Chen, sa voix portant à travers la salle d'audience silencieuse, abordant spécifiquement la requête de Madame Rachel Vaughn remettant en question la compétence mentale de son mari, Nathan Wells, et cherchant la tutelle sur sa personne et ses biens. Le cœur d'Émilie se serra alors que le langage formel réduisait leur histoire d'amour à de la terminologie légale. À côté de Nathan, Marcus Reed semblait confiant mais tendu, ses cheveux habituellement parfaits en désordre après la préparation du matin. De l'autre côté de l'allée, Rachel était assise à côté de Victoria Sharp, une avocate qui s'y connaissait avec une réputation de détruire les témoins de manière clinique. Rachel s'était habillée pour la guerre dans un noir coûteux qui parvenait à avoir l'air à la fois en deuil et prédateur. « Mademoiselle Sharp, dit la juge Chen, votre déclaration d'ouverture. » Victoria Sharp se leva avec une grâce prédatrice, le sourire froid et calculateur. « Mesdames et messieurs, cette affaire vise à protéger un homme vulnérable contre des décisions qui pourraient détruire tout ce qu'il a bâti dans sa vie. » Émilie se mordit la lèvre pour ne pas crier alors que Sharp dépeignait Nathan comme un invalide confus manipulé par une infirmière opportuniste. Selon le récit de Sharp, l'engouement de Nathan pour Émilie était un cas classique de transfert, un phénomène psychologique où les patients développent des sentiments romantiques pour les soignants en raison de traumatisme et de dépendance. Les preuves montreront, continua Sharp, prenant de l'élan, que le jugement de M. Wells a été gravement compromis par une lésion cérébrale, qu'il prend des décisions basées sur la dépendance médicale plutôt que sur la pensée rationnelle, qu'il a besoin de protection contre ceux qui pourraient exploiter son état vulnérable. Lorsque Sharp s'assit, Marcus Reed se leva pour présenter la défense de Nathan. Son ouverture était passionnée et éloquente, dépeignant un homme qui avait trouvé le véritable amour pendant sa période la plus sombre, dont le rétablissement avait été accéléré par cet amour et dont les facultés mentales étaient plus aiguisées que jamais. « Vous entendrez un témoignage, » dit Marcus, sa voix résonnant de conviction, prouvant que la fonction cognitive de M. Wells est non seulement intacte, mais qu'il entretient une relation avec Mademoiselle Carter basée sur une affection sincère et des valeurs partagées, et vous apprendrez que la préoccupation de Madame Vaughn est motivée non pas par l'amour mais par la cupidité. La première journée a consisté en des experts médicaux, des neurologues et des psychiatres, qui ont témoigné de la compétence mentale de Nathan. La docteure Clara Hughes a fourni des preuves convaincantes que la fonction cognitive de Nathan était non seulement intacte, mais s'était considérablement améliorée depuis son réveil. Mais le vrai drame a commencé le deuxième jour, lorsque Victoria Sharp a appelé Rachel à la barre. Rachel a joué son rôle à la perfection. L'épouse inquiète, dévastée par l'accident de son mari, qui avait passé des mois à espérer son rétablissement, maintenant inquiète de sa capacité à prendre des décisions saines, elle a parlé avec une émotion parfaite, sa voix se brisant à des moments précis. « Il n'est pas le même homme que j'ai épousé », a déclaré Rachel, en s'épongeant les yeux. Le Nathan que je connaissais était concentré, motivé, pratique. Cet homme semble perdu dans des fantasmes romantiques, prenant des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la logique. « Et votre opinion sur son rapport avec Mademoiselle Carter ?» demanda Sharp. « Je pense que c'est une femme charmante qui a fait un travail admirable en prenant soin de mon mari, » répondit Rachel avec une magnanimité calculée. « Mais je crois que Nathan a confondu la gratitude avec l'amour, la dépendance avec l'affection. Il a besoin de temps pour guérir, pour se souvenir de qui il était sans influence extérieure obscurcissant son jugement. » Le contre-interrogatoire de Marcus a été brutal mais efficace. Il a méthodiquement démantelé le portrait que Rachel faisait de leur mariage, révélant des disputes, la séparation et,
plus dommageable encore, sa liaison avec son entraîneur personnel, en cours depuis des mois avant l'accident de Nathan. N'est-il pas vrai, Madame Vaughn, que vous avez dit à votre mari la nuit avant son accident que vous le quittiez, demanda Marcus. Nous avons eu une dispute, a admis Rachel, son sang-froid vacillant. Les couples mariés se disputent. N'est-il pas vrai que vous lui avez dit que vous voyiez un autre homme? J'étais sous le coup de l'émotion. N'est-il pas vrai que vous avez vidé votre compte bancaire joint et déménagé avant son accident? J'avais besoin d'espace. Et n'est-il pas vrai que vous n'êtes revenu que lorsque vous avez appris qu'il avait repris connaissance? Je suis revenu parce que j'aime mon mari, a claqué Rachel, son masque glissant finalement. La salle d'audience a éclaté. La juge Chen a frappé de son marteau pour rétablir l'ordre. Marcus avait fait son point. La préoccupation de Rachel était financière, pas émotionnelle. Mais le tournant a eu lieu le 3e jour, lorsqu'Emily a pris la barre. Elle avait à peine dormi, terrifiée de dire la mauvaise chose. Mais alors qu'elle posait sa main sur la Bible et jurait de dire la vérité, un étrange calme descendit sur elle. « Indiquez votre nom pour le procès-verbal », dit doucement Marcus. « Emily Carter. »« Votre profession ?»« Infirmière diplômée spécialisée dans les soins neurologiques et les patients en coma. » Marcus l'a guidée à travers ses qualifications, son expérience et son affectation au cas de Nathan. Mais quand il a atteint le cœur de son témoignage, sa relation avec Nathan, la voix d'Emily est devenue plus forte. « Je suis tombée amoureuse de Nathan Wells bien avant qu'il ne se réveille, dit-elle, la voix portant clairement à travers la salle d'audience silencieuse. Je suis tombée amoureuse de son visage paisible, de son esprit doux et de la façon dont il semblait se battre pour revenir à la vie. J'ai parlé avec lui toutes les nuits pendant 8 mois, croyant que quelque part dans cette obscurité il pouvait m'entendre. Et quand il s'est réveillé, quelle était sa condition? Miraculeuse. Emily répondit sans hésitation. Sa fonction cognitive était parfaite. Il se souvenait de conversations que j'avais eues avec lui pendant son coma, de la musique que j'avais jouée, des histoires que j'avais racontées. Il s'est réveillé en connaissant mon nom, en sachant qui j'étais, en sachant qu'il tenait à moi. Le contre-interrogatoire de Victoria Sharp a été féroce. Elle a attaqué la crédibilité d'Emily, ses motivations et son éthique professionnelle. Elle a suggéré qu'Emily avait violé les limites de sa patiente, profité d'un homme vulnérable, que ses sentiments étaient basés sur un complexe de sauveur mal avisé. N'est-il pas vrai, mademoiselle Carter, que vous avez spécifiquement demandé à être affectée au cas de M. Wells, demanda Sharp, la voix dégoulinant d'insinuation. Oui, répondit honnêtement Emily. Je me suis sentie attirée à l'aider. Attirée à aider un patient millionnaire, plutôt que des patients indigents dans le service général. Attirée à aider un homme qui semblait se battre pour vivre, corrigea fermement Emily. Le revenu n'avait rien à voir là-dedans. N'est-il pas vrai que vous espérez bénéficier financièrement de votre relation? Non, dit Emily, la voix montant d'indignation. Je n'ai jamais rien demandé à Nathan sauf la chance de l'aimer. L'aimer ou aimer son compte en banque, s'écria Marcus, mais Emily répondait déjà. Je l'ai aimé quand il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien me donner d'autre que le privilège de prendre soin de lui, dit-elle. Les larmes coulant mais la voix ferme. Je l'ai aimé quand l'aimer signifiait s'asseoir seul nuit après nuit, lire à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre, tenir la main de quelqu'un qui ne pouvait pas me tenir la main en retour. La salle d'audience était complètement silencieuse. J'ai aimé Nathan Wells quand il n'avait rien à m'offrir sauf de l'espoir, continua Emily, la voix se brisant d'émotions brutes. Et je l'aime maintenant, non pas malgré sa vulnérabilité, mais à cause de son incroyable force, parce qu'il s'est battu pour revenir du bord de la mort, parce qu'il a choisi de vivre, parce qu'il m'a choisi. Quand Emily eut fini, il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Même la juge Chen semblait émue, et plusieurs membres du jury pleuraient ouvertement. Mais le moment le plus puissant est venu quand Nathan a pris la barre. Malgré sa faiblesse visible, malgré les tremblements et l'effort que cela lui causait de marcher jusqu'à la boîte des témoins, le témoignage de Nathan était clair, cohérent et dévastateur pour le cas de Rachel. Je me souviens de la nuit avant mon accident, dit-il, la voix se faisant plus forte. Rachel m'a dit qu'elle partait, qu'elle avait une liaison, qu'elle ne m'avait jamais aimé. Elle a dit que le mariage avec moi était comme être en prison avec des barreaux chers. Il s'arrêta, reprenant des forces, ses yeux trouvant Emily. Puis je me suis réveillé 8 mois plus tard pour découvrir à quoi ressemble le véritable amour. Emily Carter m'a ramené à la vie avec sa dévotion,
sa foi et son cœur pur. Elle ne savait pas que j'étais millionnaire quand elle est tombée amoureuse de moi. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne pouvait même pas prononcer son nom. Lorsque Victoria Sharp a essayé d'attaquer Nathan pendant le contre-interrogatoire, suggérant que son jugement était altéré par la gratitude et les traumatismes, la réponse de Nathan a été rapide et sûre. « Mademoiselle Sharp, dit-il, la voix portant l'autorité d'un homme qui avait bâti un empire, j'ai pris des décisions d'1 milliard de dollars sous pression, négocié des contrats internationaux et géré des milliers d'employés. Mon jugement a toujours été mon plus grand atout, et ce jugement me dit qu'Emily Carter est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le coup de grâce est venu lorsque Lucas a témoigné en tant que témoin de moralité. Il a non seulement témoigné de la compétence mentale de Nathan, mais a produit des preuves que Rachel avait systématiquement siphonné leur compte conjoint avant l'accident, planifiant son évasion pendant que Nathan était en train de mourir. Elle ne lui a pas rendu visite une seule fois, dit Lucas, la voix épaisse de dégoût. Pas une seule fois en 8 mois. J'étais là. Emily était là. Tout le personnel de l'hôpital a appris à l'aimer, mais sa propre femme n'est jamais venue voir s'il était vivant ou mort. Au moment des plaidoiries finales, il était clair de quel côté le vent soufflait. La plaidoirie de Marcus était passionnée et personnelle, se concentrant sur l'histoire d'amour miraculeuse qui avait littéralement ramené un homme du bord de la mort. La plaidoirie de Sharp était technique et froide, se concentrant sur des subtilités légales qui semblaient insignifiantes par rapport au témoignage émotionnel que le tribunal avait entendu. Lorsque la juge Chen s'est retirée pour délibérer, Emily et Nathan se sont assis ensemble dans le couloir, se tenant la main et essayant de ne pas trop espérer. 3 heures semblèrent 3 ans. Mais finalement, l'huissier les a rappelés. Après mûre réflexion de toutes les preuves, a déclaré la juge Chen, la voix formelle mais avec un léger sourire, je constate que M. Nathan Wells est mentalement compétent pour prendre ses propres décisions concernant sa personne, ses actifs et ses relations. De plus, je constate que la requête de Mme Rachel Vaughn pour la tutelle est non seulement sans fondement, mais semble motivée par des préoccupations financières plutôt qu'émotionnelles. La salle d'audience a éclaté en applaudissements. Le visage de Rachel est devenu blanc de choc et de rage. De plus, a poursuivi la juge Chen, élevant la voix au-dessus de la célébration, j'ordonne une enquête immédiate sur les activités financières de Mme Vaughn pendant l'incapacité de M. Wells. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil ceux qui s'en prendraient aux plus vulnérables. En quittant le palais de justice cet après-midi-là, Emily et Nathan ont marché main dans la main sous un soleil radieux, leur amour enfin justifié par la loi et témoigné par le monde. La bataille pour leur éternité avait été gagnée. Mais plus important encore, ils avaient prouvé que certains types d'amour sont assez forts pour survivre à n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle et triompher de n'importe quel ennemi. Le fantôme avait été exorcisé. Il était maintenant temps de construire leur avenir. Chapitre 8 Justice et nouveau départ debout sur les marches du palais de justice avec des caméras qui clignotaient et des journalistes qui criaient des questions. Nathan Wells réalisa que gagner la bataille légale n'était rien comparé à la victoire qu'il était sur le point de réclamer dans la chambre d'hôpital où l'amour lui avait d'abord appris à vivre. Le soleil de l'après-midi flamboyait au-dessus alors que Nathan et Emily émergeaient du palais de justice, les mains fermement jointes, tandis que les journalistes se précipitaient avec des caméras et des microphones. Le verdict avait provoqué des ondes de choc dans la ville. Le millionnaire de la technologie avait non seulement conservé le contrôle de sa fortune, mais avait publiquement exposé la cupidité de sa femme éloignée. Monsieur Wells, comment vous sentez-vous par rapport à la décision du juge ? Cria un journaliste de la chaîne 7. Mademoiselle Carter. Quelle est la prochaine étape pour votre relation ? Appela un autre. Nathan leva sa main libre, et la foule se calma avec le respect accordé à un homme valant des centaines de millions. Mais quand il parla, sa voix portait quelque chose de plus précieux que la richesse. L'autorité d'un homme qui avait trouvé sa vérité. Aujourd'hui, justice a été rendue, dit Nathan, la voix portant clairement. Pas seulement la justice légale, mais la justice cosmique. L'amour a gagné, la vérité a gagné. Et la femme qui m'a ramené d'entre les morts a été justifiée par le système même qui a essayé de nous séparer. Emily lui serra la main, les larmes coulant alors qu'elle levait les yeux vers l'homme qui venait de déclarer son amour pour elle devant la moitié de la ville. Il y a 6 mois, elle était une infirmière de nuit discrète. Maintenant, elle se tenait à côté de l'homme le plus puissant de la ville, et il disait au monde quel était son miracle. « Et votre mariage avec Rachel Vaughan ?» insista un journaliste financier. Marcus Reed s'avança, l'expression triomphante. Les actions de Madame Vaughn abandonnant son mari avant son accident, vidant les comptes conjoints,
ne lui rendant pas visite pendant son coma de 8 mois, ne revenant que lorsqu'elle a appris son rétablissement constitue un abandon selon la loi de l'État. Le mariage a été effectivement dissous par ses actions. De plus, continua Marcus, savourant le moment. Il a été ordonné à Madame Vaughn de rendre tous les actifs retirés des comptes conjoints pendant l'incapacité de Monsieur Wells, avec intérêt. Le tribunal a également renvoyé ces actions au procureur de district pour d'éventuelles poursuites. Un murmure parcourut les journalistes. Rachel Vaughn s'était éclipsée par une sortie latérale dès que la juge Chen avait fini de lire son verdict, son avocate la faisant partir pour minimiser les dégâts. Monsieur Wells, appela un jeune journaliste. Quel rôle les soins de Mademoiselle Carter ont-ils joué dans votre rétablissement? Nathan se tourna pour regarder Emily, les yeux doux d'un amour qui fit que des journalistes cyniques tendirent la main pour des mouchoirs. Emily Carter n'a pas seulement sauvé ma vie, dit-il calmement. Elle m'a appris pourquoi la vie valait la peine d'être vécue. Elle m'a montré que l'amour ne se résume pas à ce que quelqu'un peut vous donner. Il s'agit de ce que vous êtes prêt à leur donner. Elle m'a aimé quand je n'avais rien à offrir sauf de l'espoir, et elle m'a ramené au monde avec cet amour. Envisagez-vous d'épouser Mademoiselle Carter? Cria un journaliste de l'arrière. Nathan sourit, un secret dansant dans ses yeux alors qu'il regardait Emily. Il faudra attendre et voir, dit-il mystérieusement. Lucas est apparu à leur côté, souriant en les aidant à se frayer un chemin à travers la foule. Allez, vous deux tourtereaux, dit-il assez fort pour que les journalistes entendent. Sortons d'ici et trouvons un endroit privé avant que ces vautours ne vous picorent complètement. Alors que leur voiture s'éloignait du palais de justice, Emily se permit enfin de croire que c'était vraiment fini. Rachel était partie, la bataille légale était gagnée, et elle et Nathan étaient libres de construire la vie dont ils avaient rêvé pendant ces longues nuits à l'hôpital. Je n'arrive pas à croire que c'est fini, murmura-t-elle, la tête reposant sur l'épaule de Nathan. Ce n'est pas fini, dit Nathan doucement, ses lèvres effleurant sa tempe. Ça ne fait que commencer. Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Emily, mais son expression était illisible, ses yeux fixant au-delà de la fenêtre de la voiture. Elle était sur le point de demander ce qu'il voulait dire quand la voiture tourna dans le parking familier du Sacred Heart Medical Center. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Emily, confuse. « Je pensais que nous allions fêter ça. »« Nous fêtons » dit Nathan, la voix portant à nouveau cette note mystérieuse. « Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois faire. » Il la conduisit à travers les couloirs de l'hôpital, passa devant le poste des infirmières où Lily Parker leur adressa un sourire complice, passa devant l'aile de réadaptation où ils avaient partagé tant de moments intimes, et finalement jusqu'à la porte de la chambre 314, la chambre où leur histoire d'amour avait commencé. « Nathan, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emily alors qu'il ouvrait la porte. La pièce avait été transformée. Des centaines de bougies blanches vacillaient sur chaque surface, projetant des ombres dansantes et remplissant l'espace d'une lumière dorée douce. Des roses blanches couvraient le lit, le rebord de la fenêtre et le sol, leur parfum se mélangeant au familier parfum de lavande. Une douce musique de jazz jouait depuis des haut-parleurs cachés, le même album de Bill Evans qui était devenu leur bande sonore. « Oh mon Dieu !» souffla Emily, ses mains se portant à sa bouche. « Nathan, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est là que tout a commencé, dit Nathan, la voix épaisse d'émotion alors qu'il se déplaçait vers le centre de la pièce. C'est là que tu as sauvé ma vie, où tu m'as appris à aimer, où tu m'as montré ce que cela signifie de trouver sa maison dans le cœur d'une autre personne. Emily sentit les larmes couler alors que les implications commençaient à s'installer. Nathan atteignit sa poche de veste et en sortit une petite boîte en velours, ses mains tremblant légèrement alors qu'il l'ouvrait pour révéler la plus belle bague qu'elle ait jamais vue. Ce n'était pas un diamant traditionnel. Au lieu de cela, elle présentait un magnifique saphir bleu entouré de diamants blancs, sertis dans du platine qui captait la lumière des bougies, comme de la lumière d'étoiles capturées. Le design était unique, clairement fait sur mesure, et d'une manière ou d'une autre, il lui convenait parfaitement. « Je l'ai conçu moi-même » dit Nathan, la voix à peine au-dessus d'un murmure alors qu'il s'agenouillait lentement. Pendant mon rétablissement, quand j'étais censé faire de la thérapie physique, je faisais plutôt des croquis de bagues. Le saphir est la couleur exacte de tes yeux quand tu souris, et les diamants représentent toutes les nuits que tu es resté à mes côtés, toute la lumière que tu as apportée dans mon obscurité. Emily sanglotait maintenant, son corps entier tremblant sous l'immensité du moment. L'homme qui lui avait appris à croire au miracle était agenouillé devant elle dans la chambre où leur amour avait d'abord fleuri, lui offrant l'éternité dans le langage des pierres précieuses et des promesses. « Emily Carter » dit Nathan, la voix se faisant plus forte à chaque mot,
tu es mon miracle, mon ange, ma maison. Tu m'as ramené d'entre les morts avec rien d'autre que l'amour et la foi et la conviction obstinée que je valais la peine d'être sauvé. Tu as vu quelque chose en moi que je ne savais même pas qu'il existait, et tu m'as ramené à la vie par ton amour. Il s'arrêta, submergé par l'émotion, ses yeux ne quittant jamais son visage alors que les larmes coulaient sur leurs deux joues. Je ne peux pas promettre que la vie sera facile, continua-t-il. Je ne peux pas promettre que nous n'aurons pas à faire face à des défis, ou que des gens n'essaieront pas de nous séparer à nouveau. Mais je peux promettre que je t'aimerai à chaque souffle pour le reste de ma vie. Je peux promettre que je ne prendrai jamais pour acquis le miracle de ton amour. Et je peux promettre que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je serai jamais est à toi si tu veux bien de moi. Nathan tenait la bague, les mains fermes malgré les larmes. Emily Carter, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de l'amour qui m'a ramené au monde? Pendant un instant, Emily ne put parler. La beauté du moment, la perfection de ses mots, la joie écrasante de voir ses rêves les plus profonds se réaliser la laissèrent sans voix. Mais ensuite, elle retrouva sa voix, forte et claire et pleine d'amour. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui. Oh mon Dieu, Nathan, oui. Nathan glissa la bague sur son doigt avec des mains tremblantes, et elle s'ajusta parfaitement, comme si elle était faite pour elle, ce qui était le cas. Le saphir capta la lumière des bougies et projeta un feu bleu sur les murs, et Emily pensa qu'elle n'avait jamais rien vu de plus beau. Lorsque Nathan se leva et la prit dans ses bras, leur baiser fut tout ce que leur premier baiser avait été et plus encore, promesse et accomplissement, questions et réponses, fin et commencement enveloppés dans un moment parfait de connexion. Je t'aime, murmura Emily contre ses lèvres. Je t'aime tellement que je ne peux même pas trouver de mots assez grands pour tout contenir. Alors n'essaie pas, murmura Nathan en retour. Nous avons le reste de nos vies pour trouver les mots. Ils furent interrompus par des applaudissements venant de l'embrasure de la porte. Lucas se tenait là avec Sophie Grant, le docteur Clara Hughes, Ava Carter et Lily Parker, tous souriant à travers leurs larmes alors qu'ils étaient témoins de l'aboutissement de la plus grande histoire d'amour que le Sacred Heart Medical Center ait jamais vue. Il était temps, dit Lucas, la voix rauque d'émotion. Je commençais à penser que tu allais attendre ta sortie pour poser la question. Comment saviez-vous tous, demanda Emily, riant à travers ses larmes alors qu'elle montrait sa bague. Nathan planifie ça depuis des semaines, dit Sophie, essuyant ses yeux. Il a enrôlé la moitié du personnel de l'hôpital pour tout coordonner. Nous mourions d'envie de voir ta réaction. La bague est magnifique, dit Ava, examinant le saphir avec un œil d'étudiante en article. Nathan, tu as un excellent goût. J'ai eu une excellente inspiration, répondit Nathan, son bras se resserrant autour de la taille d'Emily comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. La docteure Clara Hughes s'avança, son comportement professionnel se fissurant pour révéler l'émotion en dessous. En 30 ans de pratique médicale, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous avez, dit le docteur Hughes, sa voix chaude d'admiration. Vous avez redéfini ce que je pensais être possible en termes de guérison et de rétablissement. L'amour est le meilleur remède, dit simplement Emily, ses yeux ne quittant jamais le visage de Nathan. J'ai toujours cru ça, mais Nathan l'a prouvé. Nous l'avons prouvé ensemble, corrigea doucement Nathan. Tout comme nous allons prouver que certaines histoires d'amour durent vraiment éternellement. Alors que leurs amis et leurs familles de cœur se rassemblaient autour d'eux dans la pièce éclairée par les bougies, Emily ressentit un sentiment d'achèvement qui dépassait les mots. Il y a 6 mois, elle était une infirmière solitaire qui croyait au miracle, mais n'en avait jamais vécu un. Maintenant, elle se tenait entourée de gens qui l'aimaient, portant la bague de l'homme qui allait devenir son tout, baignée dans la douce lueur des bougies qui avaient été témoins de la naissance de l'éternité. La bataille légale était terminée. Les obstacles avaient été conquis, et l'avenir s'étendait comme une page vide attendant d'être remplie d'aventures, de souvenirs et d'amour qui dureraient des vies entières. Alors, dit Lucas, brisant le silence respectueux, c'est quand le mariage? Nathan et Emily se regardèrent, et dans ce regard était tout ce qu'ils avaient besoin de dire. 3 semaines avant le mariage dont on parlerait pendant des décennies, Emily Carter se tenait devant un miroir, vêtue d'une robe qui coûtait plus que son salaire annuel, et réalisa que Cendrillon n'avait rien à envier à une infirmière qui avait aimé un millionnaire au point de le ramener à la vie. La boutique de robes de mariée de la 5e avenue était le genre d'endroit qu'Emily n'avait vu que dans les films. Des lustres en cristal, des murs recouverts de soie et des étiquettes de prix qui donnaient le vertige. Mais Ava avait insisté pour que la future Madame Nathan Wells trouve sa robe parfaite ici. Arrête de regarder les étiquettes de prix, ordonna Ava, feuilletant les robes de créateur avec assurance.
Nathan m'a spécifiquement dit que l'argent n'était pas un problème, et si je dois physiquement enlever ces petites étiquettes blanches pour t'empêcher d'hyperventiler, je le ferai. Émilie rit, effleurant une soie qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. C'est surréaliste, Ava. Il y a 6 mois, je mangeais des nouilles instantanées et je m'inquiétais pour mes prêts étudiants. Maintenant, je fais les magasins pour une robe de mariée qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. Maintenant, tu épouses l'homme qui est littéralement revenu de la mort par amour pour toi, la corrigea Ava avec un sourire. Je pense que cela te donne le droit d'avoir une robe qui coûte ce qu'elle veut. Céleste, la propriétaire de la boutique qui avait habillé 3 générations de mariés de la haute société, s'approcha avec une brassée de robes et un sourire qui laissait deviner qu'elle avait été témoin de nombreuses transformations romantiques. J'ai sélectionné plusieurs options en fonction de vos mesures et de la description du lieu, expliqua Céleste, accrochant les robes sur des cintres spéciaux. Étant donné que votre mariage aura lieu dans le jardin où votre histoire d'amour a commencé, j'ai pensé que nous pourrions nous concentrer sur quelque chose de romantique mais pas trop formel, quelque chose qui parle de la nature organique de votre relation. La première robe était magnifique, mais pas la bonne, trop formelle pour une femme qui avait trouvé son prince dans un lit d'hôpital. La deuxième était belle, mais ce n'était pas elle. Mais la troisième robe, dès qu'Émilie la vit, elle sut que c'était la bonne, une soie ivoire qui semblait briller sous l'éclairage doux de la boutique, avec un corsage ajusté qui soulignait sa taille et une jupe fluide qui se déplaçait comme de l'eau. Le décolleté était élégant mais pas trop ouvert, et le dos présentait une dentelle délicate qui ressemblait à des ailes de papillon. Elle était à la fois sophistiquée et romantique, classique et unique, tout ce que leur histoire d'amour avait été. « Oh mon Dieu !» souffla Ava alors qu'Émilie sortait de la cabine d'essayage. « Émilie, tu as l'air de celle qui est sur le point d'épouser l'amour de sa vie », acheva Céleste avec satisfaction. « C'est définitivement la bonne. » Émilie se tourna vers le miroir triple et sentit son souffle se couper. La robe la transformait en la mariée dont elle avait rêvé d'être, mais qu'elle n'avait jamais vraiment cru pouvoir devenir. Elle était radieuse, confiante, digne du conte de fées qu'était devenue sa vie. « Nathan va mourir quand il te verra là-dedans, » dit Ava, les larmes aux yeux. « Mourir pour de vrai et avoir besoin que tu le soignes à nouveau. » « Espérons que non, » rit Émilie, mais elle ne pouvait s'empêcher de fixer son reflet. C'était en train de se produire. Elle allait vraiment épouser Nathan Wells dans 2 semaines. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs de mariage qui ressemblait à un chaos organisé. Sophie Grant avait pris en charge l'enterrement de vie de jeune fille avec une précision militaire, tandis que Lucas coordonnait celui de Nathan avec l'enthousiasme généralement réservé aux OPA hostiles. Pas de stripteaseur, avait insisté Émilie lorsque Sophie lui avait exposé ses projets autour d'un café. Allez, répondit Sophie avec une fausse déception. Et si on prenait un stripteaseur vraiment de bon goût? Quelqu'un qui se déshabille en tenue d'infirmier et fait semblant de prendre les signes vitaux. Sophie, d'accord, rit Émilie. On s'en tiendra au champagne, aux soins au spa et à un grand nombre de comédies romantiques. Mais je refuse le karaoké. Tu chanteras I Will Always Love You, que tu le veuilles ou non. Le lieu du mariage était le jardin botanique en périphérie de la ville, le même jardin où Nathan avait vu les couleurs pour la première fois, où ils avaient partagé leur premier quasi-baiser, où leur amour avait fleuri sous les étoiles. Nathan avait loué l'intégralité du lieu pour le week-end, le transformant en un paradis nuptial. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Nathan un soir alors qu'ils étaient assis dans son penthouse, passant en revue les plans de table. « Mais tu dois promettre de ne pas regarder. » Nathan, on n'avait dit pas de surprise de mariage, protesta Émilie, mais elle le laissa lui couvrir les yeux alors qu'il la menait sur la terrasse. « Ce n'est pas une surprise, dit-il doucement. C'est un souvenir. » Quand il retira ses mains, Émilie haleta. La terrasse avait été transformée en une réplique du jardin de l'hôpital où ils étaient tombés amoureux. Les mêmes fleurs, la même disposition, même le même banc où ils s'étaient assis sous les étoiles. De minuscules lumières scintillaient au-dessus d'eux comme des étoiles capturées, et un doux jazz jouait depuis des enceintes cachées. « Comment as-tu fait » commença Émilie, mais Nathan la fit taire d'un doigt sur ses lèvres. « Je voulais recréer l'endroit où j'ai réalisé pour la première fois que je tombais amoureux de toi, dit-il doucement. L'endroit où tu m'as montré que le monde était plein de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. » Il la mena au banc et sortit un petit carnet, le même dans lequel il avait écrit pendant sa convalescence. « J'ai travaillé sur mes vœux, dit-il, soudainement nerveux. Mais je voulais d'abord m'entraîner ici. » Nathan, murmura Émilie, le cœur débordant. « Tu n'avais pas à faire tout ça. » « Si,
Je le devais, répondit-il fermement. Tu m'as tout donné quand je n'avais rien à t'offrir. Tu m'as ramené à la vie avec ton amour, ta foi et ton dévouement sans fin. La moindre des choses que je puisse faire est de te donner le plus beau mariage que le monde ait jamais vu. Alors qu'ils étaient assis dans leur jardin recréé sous les lumières de la ville, Nathan lui lut des extraits de ses vœux, des mots qui parlaient de miracles et de seconde chance, d'un amour qui transcendait la mort elle-même, d'un avenir peint dans des couleurs qui n'avaient jamais existé avant qu'elle ne lui apprenne à voir. Ton tour, dit-il quand il eut fini, les yeux brillants de larmes. Qu'est-ce que tu vas me promettre? Émilie sortit son propre carnet, rempli de mots qu'elle avait écrits et réécrits pendant des semaines. Je promets de t'aimer non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles, commença-t-elle, d'une voix ferme et forte. Je promets d'être ton encre lorsque le monde semble instable, ta lumière lorsque l'obscurité menace de revenir, ton foyer lorsque tu as besoin d'un endroit sûr pour te reposer. Quoi d'autre? Demanda Nathan doucement. Je promets de ne jamais cesser de croire au miracle, continua Émilie, parce que tu m'as appris que l'amour peut vraiment vaincre la mort, que la foi peut vraiment déplacer des montagnes, et que deux cœurs peuvent vraiment ne faire qu'un lorsqu'ils trouvent leur âme sœur. L'enterrement de vie de garçon s'avéra être le parfait reflet de l'homme qu'était devenu Nathan, intime, significatif et axé sur les relations qui comptaient vraiment. Lucas avait réservé une salle privée dans leur club de jazz préféré, le même où Nathan allait avant son accident quand il avait besoin de réfléchir. À Nathan, dit Lucas en levant son verre alors que leur petit groupe se rassemblait autour de leur table, qui nous a tous appris que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. À l'amour, ajouta Clara Hugues, qui était devenue non seulement la médecin de Nathan, mais aussi une amie chère, et au pouvoir miraculeux de deux cœurs qui ont refusé de renoncer l'un à l'autre. À Émilie, dit Nathan doucement, la voix chargée d'émotion, qui a sauvé ma vie de toutes les manières possibles et qui est sur le point de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'enterrement de vie de jeune fille d'Émilie était un mélange parfait de rire, de larmes et de liens féminins profonds. Sophie avait organisé pour elle de prendre d'assaut la même chambre d'hôpital où Nathan avait fait sa demande, la remplissant de champagne, de chocolat et de suffisamment de mouchoirs pour les inévitables crises émotionnelles. Un discours, exigea Ava alors qu'elle s'installait dans la pièce éclairée à la bougie avec leur boisson. Dis-nous ce que ça fait de vivre un vrai conte de fées. C'est terrifiant, merveilleux et complètement surréaliste, admit Émilie, se blottissant dans la chaise qui avait été sa deuxième maison pendant tant de mois. Il y a un an, j'étais juste une infirmière qui croyait au miracle, mais qui n'en avait jamais vu. Maintenant, je suis sur le point d'épouser mon propre miracle personnel et je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. C'est réel, dit Sophie fermement, et tu mérites chaque seconde de cela. Tu as sauvé la vie de cet homme, Émilie. Tu l'as ramené à la vie par amour. Si quelqu'un mérite une fin de conte de fées, c'est toi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, demanda l'une des autres infirmières. De me réveiller, répondit Émilie honnêtement. Que tout cela ne soit qu'un rêve de coma élaboré et que je me retrouve dans mon petit appartement avec mes prêts étudiants et mes nouilles instantanées, et que Nathan ne soit qu'un patient dont j'ai imaginé tomber amoureuse. Ça n'arrivera pas, dit Ava avec ferveur. J'ai vu la façon dont il te regarde, Émilie. Cet homme vénère le sol sur lequel tu marches. Il ne partira nulle part. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les amis partaient progressivement, Émilie se retrouva seule dans la pièce où tout avait commencé, entourée du parfum persistant des bougies et des échos de rire. Elle sortit son téléphone et trouva un SMS de Nathan envoyé quelques minutes plus tôt. Tu me manques déjà. J'ai hâte de te voir descendre l'allée et de devenir ma femme. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Dors bien, mon ange, sourit Émilie en tapant sa réponse. Plus que 2 semaines et nous n'aurons plus jamais à nous manquer. Je t'aime plus que tout, mon homme miracle. Les dernières semaines passèrent dans un tourbillon d'essayages, de détails de dernière minute et d'une anticipation qui donnait l'impression que le temps était à la fois infini et incroyablement court. Nathan l'a surpris avec un dîner de répétition au restaurant où ils avaient partagé leur premier repas en dehors de l'hôpital et Émilie le surprit avec un cadeau de mariage, une montre personnalisée gravée des coordonnées de la chambre 314 et des mots, là où l'amour a commencé. Encore un jour, murmura Nathan alors qu'il se disait bonne nuit après la répétition, la serrant contre lui sans l'embrasser. Ils avaient décidé d'attendre l'hôtel pour leur prochain baiser, voulant que leur journée de mariage soit aussi magique que possible. Encore un jour, acquiesça Émilie, le cœur battant d'excitation et de joie et d'une certitude absolue que demain serait le premier jour du reste de leur vie. Alors qu'elle était couchée ce soir-là dans la chambre d'hôtel où ses sœurs et demoiselles d'honneur séjournaient,
et Émilie repensa au voyage qu'il avait mené à ce moment. De l'infirmière de nuit solitaire, à la mariée de l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais connu, de la croyance au miracle à la vie à l'intérieur d'un, d'aimer en secret à être aimé ouvertement et complètement. Demain, elle descendrait une allée bordée des mêmes fleurs qui avaient fleuri dans le jardin où ils étaient tombés amoureux. Demain, elle promettrait l'éternité à l'homme qui lui avait appris que certaines histoires d'amour durent vraiment des vies entières. Demain, elle deviendrait Madame Nathan Wells et leur conte de fées commencerait officiellement, mais ce soir, elle était toujours Emily Carter, l'infirmière qui avait sauvé la vie d'un millionnaire et trouvé son propre « ils vécurent heureux » dans le processus. Et cela semblait être la chose la plus belle du monde. Chapitre 10, Deux cœurs, une âme à 16h47. Un parfait après-midi de septembre, alors que la lumière dorée du soleil peignait le jardin où leur histoire d'amour avait commencé, Emily Carter descendit une allée parsemée de pétales de roses blanches, se dirigeant vers l'homme qui avait prouvé que les miracles ne se produisent pas seulement dans les contes de fées. Le matin du mariage se leva avec un temps parfait, un ciel bleu clair, une brise légère et un soleil doré qui promettaient une journée magique. Emily se réveilla dans la suite nuptiale pour trouver Ava déjà debout, assise près de la fenêtre, les larmes coulant sur son visage. « Ava, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emily, instantanément alerte. « Rien ne va pas » rit Ava, essuyant ses yeux. « Tout est parfait. Je suis juste tellement heureuse pour toi, Emily, tellement incroyablement, immensément heureuse que je ne peux pas m'arrêter de pleurer. » Sophie Grant fit irruption dans la pièce, portant du café et des pâtisseries, avec l'expression d'une femme en mission. « Pas de larmes avant le maquillage, » ordonna T.L. « Nous avons exactement 4 heures pour transformer notre belle mariée en une déesse digne de son prince charmant. » Les heures suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon qui semblait à la fois éternel et incroyablement rapide. La coiffeuse créa de douces vagues romantiques relevées pour mettre en valeur les boucles d'oreilles vintage en perles qui avaient appartenu à la mère de Nathan. La maquilleuse rehaussa la beauté naturelle d'Emily jusqu'à ce qu'elle rayonne comme une bougie. Mais ce fut quand Céleste arriva avec la robe que la matinée devint vraiment magique. Alors qu'Emily enfilait la création en soie ivoire, elle sentit qu'elle se transformait d'infirmière en mariée, de femme ordinaire en héroïne de sa propre histoire d'amour. « Oh, mon Dieu !» souffla Sophie alors qu'Ava attachait les délicats boutons dans le dos d'Emily. « Emily, tu ressembles à un ange » acheva Ava, la voix chargée d'émotion. « Tu ressembles à l'ange que tu as toujours été. » La robe lui allait comme si elle avait été créée spécifiquement pour ce moment, cette femme, cette histoire d'amour. La soie captait la lumière et semblait briller de l'intérieur, tandis que la dentelle du dos créait des motifs d'ombre et de lumière qui ressemblaient à des ailes de papillon. Quand Emily se tourna pour se voir dans le miroir en pied, elle halta devant son propre reflet. « J'ai l'air de me marier » murmura-t-elle, l'émerveillement emplissant sa voix. « Tu te maries » rit Sophie à travers ses larmes. « Dans exactement 2 heures, tu vas descendre cette allée et épouser l'homme qui est littéralement revenu de la mort par amour pour toi. » Pendant ce temps, au jardin botanique, Nathan vivait sa propre matinée de préparation magique. Le lieu avait été transformé du jour au lendemain en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Des milliers de roses blanches et de gypsophiles créaient des arches et des bordures, tandis que de la douce tuile des lumières scintillantes transformaient le jardin en une cathédrale à ciel ouvert. « Nerveux ?» demanda Lucas et en l'aidant à mettre ses boutons de manchette dans la salle de préparation des mariés qui donnait sur le jardin. Terrifié, admit Nathan avec un sourire qui démentait ses mots. Mais pas à l'idée d'épouser Emily, plutôt à l'idée de savoir si je la mérite, si je serai capable de lui donner la vie qu'elle mérite, si je serai un jour capable de l'aimer aussi complètement qu'elle m'aime. C'est déjà le cas, dit Lucas fermement. Nathan, je te connais depuis 15 ans et je ne t'ai jamais vu aussi heureux, aussi complet, aussi absolument juste que depuis qu'Emily est entrée dans ta vie. Elle n'a pas seulement sauvé ta vie, elle t'a donné une âme. Le docteur Clara Hughes, qui allait officier après avoir été ordonné en ligne spécifiquement pour ce mariage, frappa et entra avec un sourire chaleureux. Comment se porte notre marié ? Prêt à épouser la femme de mes rêves, répondit Nathan, redressant sa cravate, une soie bleu foncé qui correspondait parfaitement à la bague de fiançailles d'Emily. Docteur Hughes, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir accepté de célébrer la cérémonie. Vous plaisantez, rit le docteur Hughes. Après avoir été témoin de votre histoire d'amour depuis le début, il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que vous et Émilie avez. Cela a restauré ma foi dans le pouvoir de guérison de l'amour. À l'approche de la cérémonie, les invités commencèrent à arriver. La liste était volontairement restreinte, des amis proches, la famille de cœur et le personnel de l'hôpital qui avaient été témoins de leur miracle.
L'atmosphère était intime et joyeuse, remplie de personnes qui avaient investi leur cœur dans cette histoire d'amour. À 16h30 précise, le quatuor à cordes commença à jouer Canon in D, et les invités se levèrent alors que le cortège nuptial commençait sa procession. Sophie marcha la première, radieuse en bleu pâle, portant des roses blanches et du gypsophile. Ava suivit, ressemblant à s'y méprendre à une artiste dans sa robe fluide, le visage rayonnant de fierté et de joie. Lucas escorta Nathan jusqu'à l'autel, une arche de roses blanches parfaitement positionnée pour encadrer l'endroit où ils avaient pour la première fois avoué leur amour. Nathan était magnifique dans son costume gris anthracite, le visage serein mais les yeux brillants d'anticipation. Puis la musique changea pour The Way You Look Tonight, la même chanson qui passait dans la voiture de Nathan la nuit de son accident, maintenant transformée d'un souvenir d'obscurité en une célébration de la lumière. Les invités se tournèrent comme un seul homme vers le fond du jardin, et des halètements collectifs résonnèrent dans l'air. Émilie apparut au bout de l'allée, comme une vision sortie d'un rêve. Elle avait choisi de marcher seule, son père était parti et personne d'autre ne lui semblait approprié pour cet honneur. Elle se déplaçait avec assurance et grâce, les yeux fixés sur le visage de Nathan comme s'il était la seule personne au monde. La soie ivoire flottait derrière elle comme de l'eau, captant la lumière chaude de l'après-midi et la faisant paraître briller de l'intérieur. Les perles vintage captaient le soleil et la délicate dentelle créait des motifs qui changeaient et dansaient à mesure qu'elle avançait. Elle portait des roses blanches et de l'eucalyptus, liées avec un ruban ivoire et un petit charme bleu, quelque chose d'emprunté à Sophie. Mais c'était son visage qui coupa le souffle de tout le monde. Émilie était radieuse de joie, son sourire si brillant qu'il aurait pu éclairer la ville, ses yeux brillants de larmes de bonheur alors qu'elle se dirigeait vers l'homme qui était devenu son tout. Nathan sentit ses genoux s'affaiblir en la voyant approcher. Elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue, mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui l'écrasait, c'était l'amour qui brillait dans ses yeux, la joie qui rayonnait de chacun de ses pas, la certitude absolue que c'était leur moment, leur miracle, le début de leur éternité. Quand elle atteignit l'autel, Nathan s'avança pour la rencontrer, prenant ses mains dans les siennes alors que la musique s'estompait et que leurs invités s'installaient dans un silence attentif. « Tu es » commença Nathan, puis s'arrêta, submergé par l'émotion. « La femme qui est sur le point d'épouser l'amour de sa vie » acheva Émilie doucement, serrant ses mains. Le docteur Clara Hugler sourit à tous les deux avant de s'adresser aux invités rassemblés. « Chers bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour être témoins de quelque chose de vraiment extraordinaire, le mariage de deux âmes qui se sont trouvées à travers l'espace entre la vie et la mort, qui ont prouvé que l'amour peut vraiment tout vaincre, et qui sont la preuve vivante que des miracles se produisent chaque jour de la manière la plus inattendue. » Elle fit une pause, regardant Nathan et Émilie avec la chaleur de quelqu'un qui avait eu le privilège d'être témoin de leur histoire d'amour depuis son commencement. La relation de Nathan et Émilie a commencé dans les circonstances les plus improbables, une chambre d'hôpital où l'un gisait inconscient et l'autre prenait soin de lui avec un dévouement qui transcende le devoir professionnel. Ce qui a grandi entre eux est quelque chose que la science ne peut pas entièrement expliquer, mais que quiconque en a été témoin a pu clairement voir, un amour si pur, si puissant, si absolument certain qu'il a littéralement ramené un homme du bord de la mort. Le jardin était complètement silencieux, à l'exception des doux bruits des gens qui pleuraient de joie. Aujourd'hui, ils se tiennent devant nous non pas en tant que patients et soignantes, non pas en tant que millionnaires et infirmières, mais en tant que deux personnes qui ont trouvé leur âme sœur, leur pièce manquante, leur foyer dans le cœur de l'autre. Nathan, vous pouvez prononcer vos vœux. Nathan sortit un morceau de papier plié, les mains tremblant légèrement alors qu'il commençait à lire. Émilie, il y a 8 mois, j'étais perdu dans les ténèbres, si complète que je pensais que c'était la mort elle-même. Mais chaque nuit, à travers ce gris sans fin, j'ai entendu ta voix qui m'appelait à la maison, ta voix qui me lisait de la poésie, qui me racontait des histoires, qui partageait tes rêves avec un homme qui ne pouvait pas répondre, mais qui buvait chaque mot comme la vie elle-même. Sa voix devint plus forte, plus confiante. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as appris ce pourquoi la vie valait la peine d'être vécue. Tu m'as montré que l'amour ne se résume pas à ce que quelqu'un peut te donner, mais à ce que tu es prêt à lui donner. Tu m'as aimé quand je n'avais rien à offrir que de l'espoir, et tu m'as ramené au monde avec le pouvoir de cet amour. Émilie pleurait ouvertement maintenant, les larmes coulant alors que Nathan prononçait des mots qui capturaient l'ensemble de leur voyage. Je promets de t'aimer, non seulement dans les moments faciles, mais aussi dans les moments impossibles. Je promets d'être ton abri lorsque le monde semblera froid, ta force lorsque tu te sentiras faible, ta joie lorsque l'obscurité menacera de revenir. Je promets de ne jamais prendre le miracle de ton amour pour acquis, et je promets de passer chaque jour à prouver que je suis digne de l'ange qui a sauvé mon âme.
Nathan plia le papier de ses mains tremblantes. Emily Carter, tu es mon miracle, mon foyer, mon cœur qui bat en dehors de mon corps. Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de la vie elle-même. Le docteur Hugh fit un signe de tête à Emily, qui sortit ses propres vœux, écrits sur du papier qui semblait taché de larmes et réécrit plusieurs fois. Nathan, commença-t-elle, d'une voix claire et forte malgré ses larmes. Je suis tombée amoureuse de toi bien avant que tu ne puisses m'aimer en retour. Je suis tombée amoureuse de ton visage paisible, de tes mains douces et de la façon dont tu semblais te battre pour revenir à la vie, même dans ton sommeil le plus profond. Je te parlais chaque nuit pendant 8 mois, persuadée que quelque part dans cette obscurité, tu pouvais m'entendre. Elle fit une pause, submergée par la grandeur du moment. Quand tu t'es réveillée et que tu as prononcé mon nom, j'ai su que tout ce que j'avais cru sur l'amour, sur la foi, sur le pouvoir de deux cœurs de se trouver l'un l'autre était vrai. Tu as prouvé que l'amour peut vraiment transcender la mort, que la foi peut vraiment déplacer des montagnes, que des miracles se produisent vraiment quand nous y croyons assez fort. Sa voix devint plus forte, remplie de tout l'amour qu'elle avait porté. Je promets de t'aimer à travers chaque saison de nos vies, à travers le succès et la lutte, à travers la santé et la maladie, à travers chaque joie et chaque défi qui se présente à nous. Je promets d'être ton encre lorsque le monde semble instable, ta lumière lorsque l'obscurité menace de revenir, ton foyer lorsque tu as besoin d'un endroit sûr pour te reposer. Emily regarda directement dans les yeux de Nathan, sa voix devenant presque un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, portait clairement à travers le jardin. Tu m'as appris que certaines histoires d'amour durent vraiment pour toujours, que certaines connexions transcendent le monde physique, que certains cœurs sont vraiment faits pour battre à l'unisson. Nathan Wells, tu es mon miracle, mon tout. Je t'aime plus que tout, pour aujourd'hui et pour toujours. Alors qu'elle finissait, le jardin éclata en de doux applaudissements et en bruit de personnes pleurant de joie. Même le docteur eut dû faire une pause pour se composer. Les alliances, dit-elle, et Lucas s'avança avec les anneaux en platine que Nathan avait conçus, simples mais élégants, gravés à l'intérieur des coordonnées de la chambre 314 et de la date du réveil de Nathan. Nathan, prenez-vous Emily pour être votre épouse légitime, pour la voir et la chérir, dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux, dit Nathan, la voix vibrante de certitude alors qu'il glissait l'alliance sur le doigt d'Emily, juste à côté de la bague de fiançailles en saphir qui captait la lumière comme une étoile capturée. Emily, prenez-vous Nathan pour être votre mari légitime, pour l'avoir et le chérir, dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux, répondit Emily. D'une voix forte et assurée alors qu'elle plaçait l'alliance de Nathan sur son doigt, complétant le cercle qui les lierait ensemble pour toujours. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État et par l'amour qui nous a tous réunis aujourd'hui, annonça le docteur Hugh, la voix vibrante de joie, je vous déclare maintenant mari et femme. Nathan, vous pouvez embrasser votre épouse. Nathan prit le visage d'Emily dans ses mains, essuyant ses larmes de joie avec ses pouces. Bonjour, Madame Wells, murmura-t-il. Bonjour, Monsieur Wells, murmura-t-elle en retour. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut magique, pas seulement le baiser lui-même, mais le moment, le décor, la certitude absolue qu'ils avaient trouvé leur pour toujours. Le jardin éclata en acclamations et en applaudissements alors que les invités célébraient le début officiel de leur « Ils vécurent heureux ». Alors qu'ils se séparaient, riant tous les deux à travers leurs larmes, le quatuor commença à jouer Atlas d'Etta James, et Nathan ramena sa nouvelle épouse dans l'allée en tant que couple marié, vers des visages radieux de joie alors qu'ils marchaient sous une pluie de pétales de roses blanches lancés par les invités en liesse. La réception eut lieu dans le même jardin, transformé avec des guirlandes lumineuses et des tables élégantes qui créaient une atmosphère de célébration intime. Alors que le soleil se couchait et que les lumières du jardin commençaient à scintiller comme des étoiles, Nathan et Emily partagèrent leur première danse en tant que mari et femme sur la berceuse sans parole qu'Emily avait fredonnée pendant ses longues nuits à l'hôpital. Je n'arrive pas à croire que nous sommes vraiment mariés, murmura Emily alors qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, sa tête reposant sur l'épaule de Nathan. Crois-le, murmura Nathan dans ses cheveux. Tu es coincée avec moi maintenant, Madame Wells, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et au-delà. Notre amour est plus fort que la mort, ajouta Emily doucement. Tu l'as prouvé quand tu es revenu vers moi. Au fur et à mesure que la soirée avançait, leur rassemblement d'êtres chers partagea des toasts, des histoires et des rires qui résonnaient dans le jardin comme de la musique. Mais le moment le plus beau arriva lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans le jardin où leur histoire d'amour avait commencé.
Les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus d'eux comme des étoiles capturées, et le parfum des roses emplissait l'air alors qu'ils se balançaient ensemble dans un silence heureux. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Émilie, faisant écho à la question qu'elle avait posée il y a des mois dans une chambre d'hôpital qui semblait appartenir à une autre vie. Maintenant, dit Nathan, la faisant doucement tournoyer sous les étoiles, nous vivons heureux pour toujours. Nous voyageons à travers le monde. Nous construisons une famille. Nous vieillissons ensemble, et nous prouvons que certaines histoires d'amour durent vraiment pour toujours. Pour toujours et un jour, acquiesça Émilie, se hissant sur la pointe des pieds pour embrasser son mari sous les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur première confession d'amour. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers la voiture qui les mènerait à leur suite de lune de miel, Émilie réfléchit à leur incroyable voyage, de l'infirmière de nuit solitaire à la femme de l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais connu, de la croyance au miracle à la vie à l'intérieur d'un. Derrière eux, le jardin brillait de la magie persistante de leur journée de mariage, les roses libérant leur parfum dans l'air nocturne comme une bénédiction. Demain apporterait de nouvelles aventures, de nouveaux défis, de nouvelles joies, à explorer ensemble. Mais ce soir était parfait, une fin de conte de fées qui n'était vraiment que le début de leur plus grande histoire d'amour encore à écrire. Et au loin, si vous écoutiez attentivement, vous pouviez presque entendre l'écho d'une berceuse fredonner dans une chambre d'hôpital il y a des mois, la mélodie sans parole qui avait guidé une âme perdue vers la maison, vers l'amour, vers la vie, vers la femme qui prouverait que les miracles se produisent chaque jour quand nous y croyons assez fort. La fin, ou plutôt, le début.